Père Jean-Marie Petitclerc, merci d'être venu de Lyon jusqu'à nous. Je vous présente rapidement. Vous êtes né dans le département de l'Eure, vous avez vécu à Rouen, vous avez commencé une belle carrière civile puisque vous êtes polytechnicien, mais j'ai constaté avec plaisir que cela ne vous empêche pas d'être très compétent dans la vaisselle. Nous venons de la faire à l'évêché de La Rochelle. Vous avez été ordonné prêtre en 1984 chez les Salésiens, cette congrégation fondée par Saint Jean Bosco pour s'occuper des jeunes en précarité. Et c'est ce que vous faites depuis une trentaine d'années, d'abord à Chanteloup-les-Vignes, en région parisienne, puis à Argenteuil. Vous avez fondé une association qui s'appelle le Val d'Occo et qui est un lieu justement de soutien, de réflexion, d'analyse de toutes les réalités éducatives. Vous avez voyagé pas mal, vous partagez votre expérience dans la France et en Europe. Vous avez même écrit plusieurs livres, en particulier 2, Spiritualité de l'éducation et Pourquoi je suis devenu prêtre. Alors nous sommes très heureux de vous accueillir aujourd'hui dans notre bon diocèse de La Rochelle-et-Sainte, puisque nous sommes engagés dans une démarche diocésaine baptisée Semeur d'Évangile. Elle comprend 6 chantiers et en particulier un chantier qui s'appelle Éduc à venir, où nous proposons à tous ceux qui se sentent concernés par l'éducation de se retrouver et de partager leurs questions, leurs problèmes, leurs joies, leurs difficultés à la lumière de l'Évangile. Car contrairement à une certaine angoisse, je suis sûr que votre causerie va nous aider à dépasser cette angoisse. Un grand merci. Merci, Monseigneur, pour cette présentation. Je me réjouis de venir partager avec vous quelques réflexions sur l'accompagnement des enfants, des adolescents qui grandissent, tant je sais combien ma propre réflexion peut s'enrichir de ces rencontres menées ici ou là. J'aime démarrer mon propos sur la jeunesse par ces quelques citations, peut-être certains d'entre vous les connaissent, prises ici ou là, au fil de mes lectures. Notre jeunesse d'aujourd'hui est mal élevée. Elle se moque de l'autorité et n'a plus guère de respect pour les anciens. Nos enfants d'aujourd'hui répondent à leurs parents et bien souvent bavardent au lieu de travailler. Ou encore, je n'ai guère d'espoir pour l'avenir de notre pays si la jeunesse d'aujourd'hui prend le commandement demain, parce que cette jeunesse est devenue insupportable et sans retenue. Ou enfin, les jeunes gens d'aujourd'hui ne seront jamais comme les jeunes d'autrefois. Seront-ils capables de maintenir notre culture? On croirait lire quelque article de Sud-Ouest, mais comme vous le savez peut-être, la première citation est de Socrate, 420 ans avant Jésus-Christ. La deuxième citation est d'Hésiode, 720 ans avant Jésus-Christ. Et la dernière, vieille de plus de 3000 ans, a été découverte sur une poterie d'argile dans les ruines de Babylone. Comme quoi le fait, pour une génération, de penser que celle qui suit n'est pas à la hauteur de ce que nous avons été, c'est un constat banal depuis Socrate, et méfions-nous comme la peste de ce sempiternel discours d'adultes qui juge bien évidemment que les jeunes qu'ils côtoient ne sont pas à la hauteur des jeunes qu'ils ont été. Je ne pense pas, pour ma part, que les jeunes soient devenus plus difficiles que leurs aînés. Je pense par contre qu'il est sans doute plus difficile de vivre sa jeunesse dans le contexte de cette société en mutation que nous connaissons aujourd'hui. Et je crois aussi que la relation intergénérationnelle, la relation éducative est un peu plus difficile à mettre en œuvre. Mon propos de cet après-midi aura une triple inspiration. Tout d'abord, celle de
l'éducateur que je suis, puisque voilà plus de 30 ans que j'exerce ce métier auprès d'adolescents majoritairement domiciliés dans les quartiers qualifiés de sensibles. Je dirige, comme on vous l'a dit, une association, le Val d'Ocaux, fondée en 1995 sur la dalle d'Argenteuil, un quartier un peu emblématique de la banlieue parisienne. Association née de la rencontre entre un collectif d'habitants inquiets pour le devenir de leurs enfants dans un contexte marqué par la violence, et des Salésiens de Don Bosco désireux de réexpérimenter le modèle de leur fondateur dans la réalité contemporaine de la banlieue d'aujourd'hui. À Argenteuil, le Val d'Ocaux, ce sont des équipes d'éducateurs de rue qui vont à la rencontre des jeunes dans 4 cités sensibles de la ville. C'est un centre d'accueil de jour qui accueille les adolescents que nous qualifions de décrocheurs, qui ont décroché d'un parcours scolaire, et c'est un institut de formation à la médiation sociale. En 2005, nous avons ouvert une antenne sur Lyon, où je demeure actuellement, et le Val d'Ocaux à Lyon, là encore, ce sont des équipes d'éducateurs de rue qui travaillent sur 2 cités de Lyon intramuros et 2 cités de Vaux-en-Velin, une banlieue un peu problématique de l'Est lyonnais. C'est un atelier chantier d'insertion et c'est un foyer d'adolescents en grande difficulté, foyer qui accueille des adolescents âgés de 13 à 18 ans, majoritairement confiés par les juges pour enfants, soit au titre de la protection de l'enfance en danger, soit en réponse à leur délinquance. Tout ce que j'ai appris sur les jeunes, je l'ai appris de cet accompagnement au quotidien avec mes équipes. Deuxième source d'inspiration, celle du sociologue, que je suis aussi, puisqu'après avoir fait des études scientifiques, j'ai effectué une maîtrise de sociologie à Paris 10 Nanterre, sociologue qui, comme vous le savez, a beaucoup travaillé avec le politique, puisque durant 10 ans, j'ai travaillé au cabinet d'un maire, Pierre Cardot, député maire de Chanteloup, durant 10 ans au cabinet d'un président de conseil général, Franck Borotra, dans les Yvelines, plus récemment auprès du ministre du Logement et de la Ville, toujours préoccupé par ces questions d'accompagnement des jeunes dans les quartiers les plus défavorisés de notre République. Et puis, troisième source d'inspiration, celle de Don Bosco. Alors, il peut paraître étonnant qu'un éducateur du XXIe siècle se réfère à un pédagogue du XIXe, tant la situation socio-économique d'aujourd'hui est un peu différente de celle de l'Italie d'alors, mais nos 2 époques ont en commun de connaître d'importantes mutations sur le plan sociétal. Au temps de Jean Bosco, on passait de la société rurale et paysanne à la société urbaine et industrielle. Aujourd'hui, nous passons de la société industrielle et libérale à cette société que les économistes qualifient de post-industrielle et de néolibérale. Car vous savez, les politiques nous parlent de crise. Mais ça fait 40 ans qu'on nous parle de crise. Une crise qui dure, ce n'est pas une crise, c'est une mutation. Et je dénonce ce discours politique sur le thème de la crise qui voudrait quelque part nous rassurer en nous faisant croire que l'après-crise pourrait ressembler à l'avant-crise, qu'il ne s'agirait que d'une période de turbulence à affronter. Non, je n'ai pas cette vision de l'histoire. Il me semble que nous assistons à une véritable mutation sociétale et que chaque fois que notre société a été traversée par une mutation, nous assistons à des phénomènes de turbulence de la jeunesse. C'était vrai au temps de Don Bosco, dans les faubourgs de Turin. C'est vrai aujourd'hui dans nos quartiers de banlieue. Et nous assistons à une plus grande difficulté de la mise en œuvre du processus éducatif. Difficulté liée principalement à une incapacité de se projeter dans l'avenir. Comment vouliez-vous, au temps de Don Bosco, que le petit garçon, arrière-petit-fils de paysan, petit-fils de paysan, fils de paysan, puisse se projeter dans un avenir d'ouvrier dans une de ces usines fumantes qu'il voyait poindre à l'horizon? Et combien aujourd'hui nos enfants, nos adolescents ont du mal à se projeter dans l'avenir lorsque les économistes nous disent que nous ne connaissons que 50% des métiers qui s'exerceront en 2050, que certains
dans leur lycée professionnel, travaillent sur des machines qui sont déjà déclassées dans le monde industriel. Dans un tel contexte, il n'est pas si facile que cela de se projeter dans l'avenir. Et dans ce contexte de mutation, Jean Bosco était porteur de deux grandes intuitions éducatives qui me paraissent tout à fait pertinentes pour notre aujourd'hui. La première, c'est que lorsque la confiance s'estompe dans les grandes institutions, en son temps c'était les institutions liées à la monarchie, aujourd'hui ce sont les institutions républicaines, la capacité à transmettre allait beaucoup plus être liée à la qualité de la relation adulte-jeune plutôt qu'à la qualité organisationnelle du système institutionnel. Et Jean Bosco nous lègue un système éducatif fondé sur la qualité de la relation adulte-jeune. Et deuxième intuition, c'était de savoir décoder la violence qu'il observait dans les faubourgs de Turin comme symptôme de la faillite de l'accompagnement éducatif. Tous aujourd'hui, nous sommes un peu inquiets, surpris, voire même angoissés par cette montée de la violence que nous observons dans nos écoles, dans nos collèges, dans nos lycées. Mais Jean Bosco aimait rappeler que la violence, c'est naturel. La manière naturelle de régler un conflit, c'est la violence. A en conflit avec B, vous supprimez B, il n'y a plus de conflit. La manière naturelle d'exprimer sa colère, c'est la violence. Si je commence à balancer toutes les chaises dans cette église, vous allez vous dire, le père Petitclerc est vraiment en colère. Ce qui n'est pas naturel et qui est le fruit de l'éducation, c'est la convivialité et la paix. Le fait que vous soyez sagement assis sur une chaise en train de m'écouter, ça c'est pas naturel du tout. Ça c'est le fruit de l'éducation. Autrement dit, pour Jean Bosco, le problème de la violence des enfants et des adolescents n'était pas d'abord un problème d'enfants, d'adolescents. J'entends aujourd'hui tellement de parents, d'instituteurs, d'animateurs me dire « mais que se passe-t-il? Ils deviennent de plus en plus violents, de plus en plus tôt. » J'aime répondre, le bébé du XXIe siècle ne naît pas plus violent que le bébé du XXe. Ils naissent tous les deux tout aussi violents, incapables de résister à la moindre frustration. Vous confieriez un flingue à votre bébé, il vous tuerait pour un biberon en retard. Le problème de la violence des enfants et des adolescents, c'est un problème d'adultes. La question qui se pose à nous tous, c'est comment se fait-il que notre génération d'adultes se trouve aujourd'hui plus en difficulté pour effectuer l'apprentissage de la gestion de la frustration chez l'enfant qui grandit, pour effectuer l'apprentissage de la maîtrise de l'agressivité chez l'adolescent qui se transforme, pour effectuer l'apprentissage d'autres modes de résolution des conflits que le seul recours à la violence. Le problème central, nous disait Don Bosco, c'est celui de l'éducation. Alors aux autorités italiennes, qui en son temps ne cessaient de dire ces gamins issus des campagnes arrivent dans les faubourgs et développent des comportements monstrueux, une seule solution, enfermons-les. Et je commence à réentendre ce type de discours chez nos politiques d'aujourd'hui. Jean Bosco de dire la violence de ces comportements est le signe de la faillite de nos accompagnements éducatifs. Une seule solution, tous ensemble, parents, enseignants, éducateurs, retroussons les manches et éduquons-les. J'ai été invité récemment à un grand forum sur la justice par un des candidats à l'élection présidentielle, François Bayrou pour ne pas le nommer. Et je dénonçais avec force cette unanimité de la classe politique autour de la réponse à apporter à la jeunesse dite délinquante. Tous, de droite comme de gauche, sont d'accord, on va doubler le nombre de centres éducatifs fermés. On va passer à 80. Ces centres ont une capacité en gros de 10 à 12 lits.
Cela représente donc 850 lits. Il y a dans notre pays 850 quartiers sensibles. À qui peut-on faire croire, dans ce pays, que le fait d'enfermer un jeune par quartier va changer quoi que ce soit au problème? Et notre pays en crise, droite et gauche confondues, sont prêts à dépenser 650 000 € par jour. C'est le coût de cette mesure. 650 000 € par jour dans un programme destiné à enfermer un jeune par quartier. Alors, pertinence des idées de Don Bosco reste d'actualité. La solution n'est pas dans l'enfermement. La solution est dans l'éducation. Lorsque je dis que le problème majeur qui se pose aujourd'hui dans notre société est bien celui de l'éducation, je ne dis pas que les parents seraient de plus mauvais parents que ceux d'hier, que les enseignants d'aujourd'hui seraient moins performants que leurs aînés, ou que les éducateurs d'aujourd'hui seraient moins bons que leurs anciens, mais je dis qu'il est plus difficile de mettre en œuvre le processus éducatif dans le contexte de cette société en mutation. Je voudrais m'arrêter très brièvement sur 3 évolutions de la jeunesse liées à ce contexte de mutation, avant de voir comment l'éducation va pouvoir continuer de relever le défi de l'accompagnement de ces enfants qui grandissent. Première évolution, je parlerai aujourd'hui d'un primat de l'affectif sur l'institutionnel. Je crois que c'est ce qui caractérise un peu les enfants, les adolescents, les jeunes d'aujourd'hui. C'est aussi ce qui caractérise un peu notre société, et en particulier la famille. J'ai fêté il y a quelque temps le 60e anniversaire du mariage de mes parents. Je puis vous assurer qu'en 60 ans, l'affectif, il a un peu parfois des hauts et des bas. Mais chez eux, il y avait un primat de l'institutionnel. Lorsque l'affectif était un peu en creux de vague, on s'accrochait au lien institutionnel du mariage. On tenait bon. Et puis, on trouvait souvent des solutions pour que l'affectif reprenne vie. Aujourd'hui, je fais un constat, ce n'est pas un jugement de valeur, c'est un constat de sociologue. Aujourd'hui, au nom de l'authenticité de la relation, de la vérité des sentiments, on assiste à un primat de l'affectif sur l'institutionnel. Si l'affectif fonctionne moins bien, on envisagera très rapidement la rupture du lien institutionnel au nom de la sauvegarde de l'affectif. Et nous assistons effectivement à une grande fragilisation de la famille, avec un mariage sur 2 qui conduit au divorce. Et nous savons combien nos enfants, nos adolescents sont les plus fragilisés par cette évolution. La caractéristique commune de tous les adolescents que j'accueille au foyer de leur enfance, que je dirige à Lyon, qui compte parmi ceux qui ont le comportement le plus délinquant de l'agglomération lyonnaise, c'est que tous sont issus de familles complètement explosées. Il n'y a pas un seul qui le dimanche va chez son père et sa mère vivant ensemble. Pas un seul. Et ce primat de l'affectif sur l'institutionnel a une conséquence importante dans la relation éducative. Il me semble qu'aujourd'hui, la relation d'autorité adulte-jeune fonctionne moins bien que par le passé. Tout le monde en convient. J'effectue une distinction entre 2 notions qu'on a parfois tendance à confondre, que sont celles d'autorité et de pouvoir. Le pouvoir, je le reçois de l'institution. L'autorité, si j'y réfléchis bien, je la reçois toujours de celles et ceux auprès de qui je l'exerce. 2 enseignants dans un collège ont même pouvoir, même délégation du chef d'établissement pour assurer la discipline du groupe classe. Ils n'ont pas la même autorité face au groupe classe. L'autorité, on la reçoit. On n'a jamais l'autorité. On a du pouvoir. Des fois, je rencontre des gens qui disent « moi, j'ai de l'autorité ». Je dis « viens un peu avec une bande de jeunes du Val-de-Caux d'Argenteuil, on va voir comment ça va fonctionner ». On fait ou on ne fait pas autorité. Et il me semble qu'une des grandes évolutions de notre société, depuis ce qu'il est communément appelé la crise des années 68,
c'est qu'une position de pouvoir ne confère plus de manière systématique une position d'autorité. Lorsque la confiance régnait dans les institutions, lorsque l'institution conférait du pouvoir à une personne, globalement cette personne faisait autorité. Oh, il y a quelques petits soucis à la marge. Ce schéma fonctionne de moins en moins. Je connais des juges qui ont un pouvoir énorme, ils peuvent vous foutre en tôle sur une simple signature, qui n'ont plus aucune espèce d'autorité face à des mineurs multirécidivistes. Et c'est bien le problème de la police dans nos quartiers sensibles. Elle a plutôt plus de pouvoir depuis l'ère sarkozyste. Le problème, c'est qu'elle ne fait plus du tout autorité. Et lorsque j'observe la rencontre entre une bande de jeunes de la dalle d'Argenteuil et une brigade anticriminalité, j'ai un peu l'impression d'observer une guerre des bandes. Malheur à un jeune s'il est pris par 10 flics, malheur à un flic s'il est pris par 10 jeunes, plutôt que le rapport d'une institution chargée d'éduquer à la citoyenneté les jeunes rencontrés sur le territoire. Donc nous sentons bien qu'aujourd'hui, l'autorité est moins statutaire que relationnelle. Hier, on a vu une autorité liée au statut de la personne qui exerce sa fonction. Aujourd'hui, l'autorité, et Don Bosco avait déjà vu cette évolution à la fin du 19e, l'autorité est beaucoup plus liée à la qualité de la relation entre l'adulte et le jeune. Vous savez, je crois qu'il n'y a plus que M. Chevènement, enfin j'ai appris qu'il avait arrêté sa campagne, qui ose encore penser qu'en renforçant le statut de l'enseignant, on allait rétablir l'autorité à l'école. Moi, je ne crois pas à ces marches arrière de l'histoire. Je crois qu'on est vraiment sur une ligne d'évolution d'une autorité non plus statutaire, mais relationnelle. Chaque fois que j'interviens auprès d'enseignants, je leur dis, votre autorité va dépendre de la qualité de relation que vous allez savoir nouer avec vos élèves. Elle n'est pas liée à votre statut d'enseignant. Ça ne fonctionne plus, ça. Ça a eu fonctionné. Et que ce qui va fonder l'autorité, c'est la crédibilité de celui qui en est le porteur. Pourquoi je n'ai cessé de dire aux politiques qu'on n'assiste pas en France à une crise de l'autorité? On assiste à une crise de crédibilité des porteurs d'autorité. Pour que la relation d'autorité fonctionne, encore faut-il que le porteur soit crédible. Le fait ce que je dis, mais pas ce que je fais, ça ne marche plus en éducation. Ça a eu marché, comme disait Fernand Reynaud, à une époque où on ne mettait pas en cause les institutions. Mais aujourd'hui, ça ne marche plus. C'est s'il faut expliquer le désintérêt des jeunes pour la politique, arrêtons-nous comme première ligne d'explication le fait que les jeunes considèrent que tous ces politiques qui défilent sur nos médias ne sont plus crédibles. Et n'étant plus crédibles, leur parole ne fait plus autorité. Et cette crédibilité, elle se fonde à mes yeux sur la cohérence entre le dire et le faire. Petite parenthèse évangélique. La catégorie de gens qui mettaient le plus Jésus en colère n'a jamais été ceux qui transgressaient la loi. Il était tout accueil face à ceux qui transgressaient la morale sexuelle, la samaritaine, la cananéenne, la morale sociale, le bon larron, la morale politique, le collecteur d'impôts. La catégorie de gens qui mettaient Jésus en colère, c'était les hypocrites. Ceux chez qui il percevait un décalage entre le dire et le faire, surtout lorsque ceux-ci avaient pour mission de transmettre. Car ils savaient alors que cette hypocrisie, ce décalage entre le dire et le faire, sabordait leur capacité à transmettre. Et lorsque dans l'Évangile, on nous dit de Jésus qu'il parle avec autorité, c'est pas Jésus qui dit « j'ai de l'autorité hein. ». Écoutez-moi, j'ai de l'autorité, non. C'est les gens qui disent de Jésus « il parle avec autorité ». C'est qu'ils lui reconnaissaient cette cohérence entre le dire et le faire. J'aime parler de cohérence plutôt que d'exemplarité. Parce que s'il fallait que les enfants attendent que tous les adultes soient exemplaires pour que ceux-ci commencent à éduquer, je crains qu'ils n'attendent longtemps. Et je dois avoir l'humilité de reconnaître qu'il peut m'arriver que telle de mes paroles ou que tel de mes gestes soient un peu décalés par rapport à la pédagogie salésienne dont je me fais le chantre. Mais à ces moments-là, il suffira de reconnaître mon erreur. On ne s'aborde pas son autorité en reconnaissant ses erreurs. Au contraire, on la conforte, parce que le gamin voit bien l'erreur. Si l'adulte veut la masquer, il est en train de s'aborder sa crédibilité.
Alors, il ne faut peut-être pas se tromper tous les jours. Hein, mais reconnaître son erreur, c'est dire, tu vois, voilà, mon faire n'a pas été à la hauteur de mon dire. Mais sache que ce dire que je prononce pour toi, je me l'applique aussi à moi-même, même s'il peut m'arriver d'avoir des failles et des limites. Deuxième évolution des jeunes d'aujourd'hui, je dirais, c'est le primat de la culture de l'entre-père, de l'entre-jeune, sur l'intergénérationnel. Ça me paraît aussi une grande ligne d'évolution. Le jeune fréquente tous les jours 3 lieux. Passe du temps en famille, passe du temps à l'école, puis il passe du temps avec les copains, dans la rue, sur la place. Et chacun de ces lieux est marqué par une culture un peu différente. La culture familiale, empreinte des traditions des pays d'origine, je travaille pour ma part en milieu pluriethnique, pluriculturel, plurireligieux. La culture scolaire, empreinte des traditions républicaines. Et puis cette culture de la cité, cette culture de la rue, qui est fondamentalement devenue une culture de l'entre-jeune. Les adultes ayant un peu déserté l'espace public. Culture qui s'est forgée ses propres codes langagiers, ses propres codes comportementaux, et culture dans laquelle le recours à la violence s'effectue de manière très banalisée. Et il me semble que l'évolution à laquelle on assiste aujourd'hui, c'est ce primat de cette culture de l'entre-jeune. Je m'explique. Lorsque j'étais moi-même adolescent, il m'arrivait d'inventer des mots pour être compris de mes copains sans être compris des adultes. Mais lorsque je fréquentais les institutions gérées par les adultes, je savais m'aligner sur les codes adultes. Alors qu'aujourd'hui, je commence à découvrir des ados qui parlent à leurs parents comme ils parlent à leurs copains. Et je rencontre des enseignants en zone d'éducation prioritaire qui sont les seuls à parler français. Tous les autres parlent banlieue. Non seulement lorsqu'ils s'adressent entre eux, ce qui à la limite pourrait se comprendre, mais même lorsqu'ils s'adressent à l'institution. Et donc nous avons cette culture de l'entre-jeune qui a tendance à devenir de plus en plus prégnante, qui a parfois tendance à envahir l'école, surtout lorsque celle-ci est en plein cœur du quartier. Vous savez qu'un des grands combats que j'ai menés lorsque j'étais au ministère de la Ville, c'était d'essayer de permettre aux gamins des quartiers d'être scolarisés avec d'autres que ceux du quartier. Je juge scandaleux dans mon pays de scolariser tous les gamins des tours en bas des tours. On fabrique ces gamins enquistés dans cette culture de quartier. J'avais promu la mesure dite du buzzing, fermons des classes dans les quartiers et répartissons les gamins par bus dans les différents établissements de la ville. Car c'est quoi la différence entre un collège de centre-ville et un collège de quartier? C'est que dans le collège de centre-ville, il est encore un peu valorisant d'être premier de classe. Dans le collège de quartier, il est dangereux d'être premier de classe. Si vous êtes premier de classe, aussitôt vous avez la réputation de l'intello et du bouffon, et vous devez gérer toute la violence de vos copains. Dans un quartier, un jeune garçon qui manie bien la langue française, tous les autres de lui dire « tu parles comme une fille ». C'est vraiment pas valorisant. Tu parles comme une fille. Ah, tu parles comme une fille. Bon. Donc, nous sentons bien que le facteur qui a conduit à l'échec de nos programmes ZEP, je rappelle que ce programme a été fondé il y a 20 ans, avec comme objectif en 3 ans de réduire l'écart entre collège de quartier et collège de centre-ville. Après 20 années de mise en œuvre de ce programme, l'écart est plus grand. Car les concepteurs de ce programme ont oublié une donnée fondamentale à l'âge de l'adolescence, c'est que pour l'adolescent, exister sous le regard de ses copains passe avant exister sous le regard de l'institution. Et lorsque le groupe classe n'est plus porteur des valeurs de la réussite scolaire, c'est tout le niveau scolaire qui s'effondre. Et puis, cette culture d'entre-pairs a tendance aussi à envahir la famille avec Internet, les réseaux sociaux. Combien je rencontre aujourd'hui d'adolescents qui physiquement sont dans la sphère familiale, mais mentalement continuent de circuler dans la sphère de l'entre-pairs, avec lesquels ils ne cessent de communiquer via leur portable, via les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, j'en passe et des meilleurs. Donc nous avons cette prégnance plus importante, cette culture de l'entre-pairs. Et enfin, troisième évolution liée à ce contexte de mutation, c'est la difficulté de projection dans l'avenir. Et une primat de l'instant sur la durée. Et là encore, ayons bien conscience que la principale source de mal-être
des jeunes de notre pays, je parle de la France, qui compte une des jeunesses parmi les plus pessimistes du monde, que la source principale du mal-être de notre jeunesse réside dans le regard négatif que les adultes portent sur demain. C'est étonnant ce qui se passe dans notre pays. Permettez-moi cette anecdote tirée de ma vie personnelle. J'avais 9 ans en 62, ce qui donne une indication sur mon âge pour l'effort en calcul mental. Mes parents avaient connu les affres du débarquement en Normandie, la ruine de leur belle ville de Rouen. Et je peux vous assurer que c'est terrible à 20 ans, de voir en ruine tout l'héritage familial et tout ce qu'ils avaient construit jusqu'alors. Il ne restait plus rien. On était en plein blocus de Cuba. Menace de guerre nucléaire totale entre les États-Unis d'Amérique et l'Union soviétique. Ce n'était pas l'Iran qui s'apprêterait à faire un essai nucléaire, c'était la menace imminente d'un conflit nucléaire total. Le sort du monde s'est joué dans la relation Kennedy-Khrouchtchev au moment du blocus de Cuba. On était en plein processus sanglant de décolonisation de l'Algérie, avec des attentats qui n'avaient pas lieu là-bas en Irak ou en Afghanistan, des attentats qui avaient lieu dans notre capitale, Tiklama, ou d'autre côté de la Méditerranée. Telle était l'ambiance de la France en 1962. Eh bien, je me souviens, le gamin que j'étais, le soir en m'endormant, je feuilletais les dernières pages de mon encyclopédie et je rêvais de la voiture de l'an 2000, du robot de l'an 2000 et de la fusée de l'an 2000. Autrement dit, mes parents, qui avaient bien plus de raisons objectives que nous de s'inquiéter de l'avenir à très court terme, et qui avaient en mémoire les destructions massives, mes parents étaient néanmoins capables d'enthousiasmer leurs gosses sur demain. Sondage effectué aujourd'hui auprès d'adolescents de 13-16 ans sur le thème « À quoi vous fait penser demain ?» Les 3 premières images associées, la peur de la pollution, le réchauffement de la planète, la peur du chômage, la peur du terrorisme. Bonjour l'envie de grandir. Il est évidemment beaucoup plus difficile d'être jeune dans une société qui se projette négativement sur demain que dans une société qui se projette positivement sur demain. Et nous commençons à voir les effets catastrophiques sur nos jeunes de ce sempiternel discours d'adultes, parfois même tenu chez les chrétiens. Pourtant, il est avec nous jusqu'à la fin des siècles, alors pourquoi avoir peur? Ce sempiternel discours d'adultes sur le thème « Hier c'était beau, aujourd'hui c'est difficile, demain c'est la cata ». Alors c'est quoi les conséquences pour nos jeunes? Eh bien c'est le surinvestissement de l'instant. Un formidable développement des conduites du tout de suite. Parce que attendre nécessite d'être capable de se projeter dans l'avenir. J'entends beaucoup d'enseignants me dire « Les jeunes d'aujourd'hui ont perdu le sens de l'effort ». Mesdames, messieurs, grande nouvelle, la jeunesse d'aujourd'hui aurait perdu le sens de l'effort. Rappelons-nous, nous l'avions. Moi, j'aime répondre, l'effort pour l'effort, c'est pas une valeur en soi, c'est plutôt du masochisme. Ce qui me paraît être une valeur, c'est l'effort pour atteindre un objectif qu'on s'est fixé. Ce qui donne sens à l'effort, c'est le but. La grande difficulté des jeunes d'aujourd'hui, c'est l'incapacité de se fixer des objectifs. Moi, j'ai une admiration, mais sans borne, pour les jeunes d'aujourd'hui. Il m'arrive de rencontrer des lycéens en terminale scientifique qui bossent 60 heures par semaine. Quand j'ajoute les cours particuliers, le travail personnel. 60 heures par semaine, on est loin des 35 heures. Sur des sujets compliqués. Il faut une partie du programme que moi-même je faisais en mathématiques supérieures. Je leur demande, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Ah ben je sais pas. Ça va te servir à quoi tout ce que tu apprends? C'est intégral de dire, ah ben je sais pas. Travailler 60 heures par semaine sur des sujets compliqués en n'ayant aucune idée de à quoi ça peut servir. Il faut le faire. Ah, moi, je suis les bras ballants d'admiration. Le problème, c'est que c'est un peu fragile.
J'ai en mémoire comme ça, fils d'un ami directeur, 17 de moyenne en terminale S, et puis un beau matin de février, impossible de le lever de son lit. La déprime la plus totale. Le gamin qui ce matin-là s'était posé la question du sens. Et chaque fois que je rencontre des enseignants, j'aime leur rappeler que la première mission d'un prof d'histoire, c'est pas de transmettre un contenu historique, c'est pas ça sa première mission. Première mission d'un prof d'histoire, c'est de transmettre le sens que ça a de faire de l'histoire pour vivre sa vie de citoyen du XXIe siècle. Que la première mission d'un professeur de mathématiques, c'est pas de transmettre un contenu mathématique, c'est pas ça sa première mission. La première mission d'un professeur de mathématiques, c'est de transmettre le sens que ça a de maîtriser l'outil mathématique pour vivre sa vie de citoyen du XXIe siècle. Ce dont nos adolescents ont le plus besoin aujourd'hui, c'est d'adultes porteurs de sens. La crise du collège. Je crois que c'est l'institution qui va le moins bien dans notre système scolaire. Et je vois les politiques qui réforment l'école, réforment le lycée, et on ne touche pas à ce qui va le moins bien. Ce n'est pas une crise de moyens. Si on a fait que 3 profs de plus par collège, ça ne changera rien. Enfin, j'ose espérer qu'on en est conscient. Le vrai problème de la crise du collège, c'est une crise du sens. Quel est, dans la tête de nos adolescents, le sens des apprentissages qu'on leur impose? Est-ce que ça fait sens? Et c'est la question posée à tous les enseignants. Et parfois, je ne parle pas de tous, hein, mais lorsque je pose la question aux enseignants, je leur dis, mais pourquoi vous faites tout ça? Ah ben monsieur, c'est pour respecter le programme. Ah! C'est comme si je posais la question à un chirurgien en train d'opérer, je lui demande, pourquoi vous faites ça monsieur? Ah ben c'est pour respecter la procédure. Ah! Aucun chirurgien me dirait, je fais ça pour respecter la procédure. Ça ne fait pas sens. Ce qui fait sens, c'est soigner. Respecter le programme, ça ne fait pas sens. Ce qui fait sens, c'est transmettre. Et qu'ai-je envie de transmettre? Et pourquoi je le transmets? Il faut bien sûr que je sois un peu convaincu de l'utilité de cette transmission. Problème du sens. Vous savez, la deuxième difficulté de nos jeunes, c'est cette déprime, qui est la pathologie la plus fréquemment rencontrée chez les adolescents. La France est un des pays au monde où on se suicide le plus quand on est jeune. Une récente enquête de l'INSERM montrait que 11% des adolescents de 15 à 17 ans étaient habités par l'idée du passage à l'acte suicidaire. Chaque fois que j'interviens auprès d'équipes enseignantes en lycée, je leur rappelle, statistiquement, mais sur les statistiques, il y a des variations bien sûr, régionales et saisonnières, mais statistiquement, vous faites cours à 30 lycéens, il y en a 3 parmi eux pour lesquels la question qui se pose, c'est ce que je me fous en l'air ce soir. Vous êtes là avec votre histoire, votre géo, vos maths, votre philo, et il y en a 3, la question qu'ils ont dans la tête, c'est est-ce que je me fous en l'air ce soir? C'est quoi le sens de la vie? Alors venons-en à l'art d'éduquer, car nous comprenons combien il y a urgence à ce que l'ensemble de nos concitoyens se remobilisent sur l'éducation. Et je me réjouis de voir que l'Église, au fil des siècles, a toujours été en pointe sur ces questions d'éducation. Car pour elle, l'éducation, ce n'est pas la BA qui serait demandée aux chrétiens. L'éducation, c'est un lieu possible de rencontre du Christ. Celui qui accueille un enfant en mon nom, c'est moi qui l'accueille. L'Église est invitée à découvrir la présence de Christ ressuscité, opérante au cœur de la relation éducative. Et il me semble que les éducateurs que nous sommes aujourd'hui ont 3 grands défis à relever. Le premier, c'est le défi de la confiance. Développons une pédagogie de la confiance. Jean Bosco ne cessait de répéter à ses disciples, sans confiance, pas d'éducation possible. La première tâche de l'éducateur, c'est de travailler à l'instauration de cette relation de confiance. Et Jean Bosco a ajouté, sans affection, pas de confiance. J'ai confiance. Je crois en toi. Et peut-être même aller jusqu'à j'ai besoin de toi. Jean Bosco aimait dire à ces jeunes, j'ai besoin que nous nous mettions d'accord. J'ai besoin de votre aide. Vous savez, il m'arrive de rencontrer des adolescents suicidaires.
Non pas qu'ils ne soient pas aimés dans leur famille, ils vivent dans des familles aimantes. Non pas qu'ils n'aient pas été aidés dans leur parcours, ils ont rencontré une kyrielle de psychiatres, psychologues en tout genre. Mais ce qui a peut-être parfois manqué le plus, c'est de rencontrer un adulte capable de dire « j'ai besoin de toi ». Alors ils vivent comme des problèmes, plutôt que comme des chances, et parfois l'idée noire traverse leur tête, et ils se disent qu'en se supprimant, ils supprimeraient le problème pour leur entourage. J'ai discuté récemment avec un politique qui me disait « la jeunesse est devenue un grand problème de société ». Il est vrai que d'articles sur les jeunes à problème, les problèmes des jeunes, les problèmes des jeunes à problème. Et je répondais à ce politique, triste société, une société qui considère sa jeunesse sous l'angle du problème et non pas de la chance. La jeunesse, c'est la chance de notre société d'aujourd'hui. La jeunesse, c'est la chance de l'Église. Développer une pédagogie de la confiance, cela signifie ne jamais enfermer l'enfant, l'adolescent, dans une image construite à partir de ses comportements ou de ses performances de l'aujourd'hui. S'il est un adjectif que je n'utiliserai jamais pour qualifier les jeunes que je côtoie au quotidien, c'est l'adjectif délinquant. Pourtant, Dieu sait si bon nombre des jeunes du Val d'Ocaux commettent des délits. Mais c'est quoi un délinquant? Si je prends la définition du dictionnaire, un jeune est délinquant parce qu'il a commis un délit. Le drame, c'est que dans la tête des gens, cela devient très vite un jeune commet des délits parce qu'il est délinquant. C'est terrible les effets pervers de cette inversion de causalité. Qu'a-t-il de commun entre un adolescent de 17 ans qui va subtiliser la carte bleue de sa voisine et un adolescent de 17 ans qui va agresser sexuellement une gamine de 4 ans? Je ne vois aucun trait de personnalité commun. Bien sûr, ils sont tous les deux délinquants au sens de la loi et répondront de leurs actes au tribunal correctionnel. Mais toute ma posture d'éducateur salésien consiste à dire aux jeunes « Tu as commis un délit, mais pour moi, tu n'es pas délinquant. » D'ailleurs, c'est pour ça que je me mets en colère après toi. C'est pour ça que je te sanctionne. Tu serais délinquant, ce serait normal que tu commettes des délits. Je rencontrais un collègue qui me dit « Tu sais, Jean-Marie, je suis devenu directeur d'un foyer de jeunes délinquants. » Je dis « Bonne chance. » Il me dit « C'est fou les conneries qu'ils font. » Je dis « Heureusement, sinon qui tu serais ?» Imaginez qu'il s'arrête. Il a l'air malin. C'est son statut social. Il dirige un foyer de jeunes délinquants. La caractéristique du délinquant, c'est commettre des délits. Hein? Moi, je dirige une association où j'ai beaucoup de jeunes qui commettent des délits, mais j'ai 0 délinquant. Par définition. Vous savez, c'est complètement différent, excusez ce trait de vulgarité, c'est complètement différent de dire à un enfant « t'as fait une connerie » ou « t'es con ». On ne dit pas du tout la même chose. Dans le premier cas, on parle de l'acte, je pense qu'on est capable de le reconnaître. Dans le deuxième, on étiquette le gamin à partir de son acte et le stigmatise. C'est la même différence entre t'as menti, t'es menteur, t'as volé, t'es voleur. C'est la même différence à l'école entre ta copie est nulle et t'es nul. On ne dit pas du tout la même chose. Vous savez, les enfants qui souffrent le plus à l'école, et j'en rencontre un certain nombre dans mon bureau d'éducateur, sont les enfants qui ont eu la malchance de rencontrer à l'école des enseignants qui ont confondu le champ de la performance et le champ de la personne. C'est terrible le tort que font ces gens-là, qui au lieu de dire « ta copie vaut 2 », laissent passer comme message « tu vaux 2 ». Des enseignants qui utilisent la maîtrise qui est la leur d'outils d'évaluation des dynamiques d'apprentissage en outils d'évaluation des personnes. C'est l'impératif moral évangélique, c'est « ne jugez pas et vous ne serez pas jugés ». On peut juger des actes. On n'a jamais à juger des personnes. Il existe des bonnes et des mauvaises copies. Il n'existe pas de bons et de mauvais élèves. Parce que l'élève, c'est une personne. Comment peut-on qualifier de mauvais une personne? D'autant que la plupart des mauvais élèves que je rencontre, ils rêveraient de faire du bon. Rêveraient de faire du bon.
Donc, parlons de la performance. Nous n'allons jamais utiliser l'évaluation de la performance en évaluation de la personne. C'est ça, la relation de confiance. Relever le défi de l'espérance. Développons une pédagogie de l'espérance. Vous savez, il me semble que la plus belle parabole qui jamais a été écrite sur l'éducation, c'est la parabole de la petite graine appelée à devenir un grand arbre. Et j'aime ce commentaire de l'abbé Pierre, que j'ai eu la chance de beaucoup fréquenter à la fin de sa vie, qui disait: il y a peut-être 3 catégories d'hommes et de femmes en ce temps. Il y a ceux, vous les mettez face à une graine, ils voient que la graine. C'est un peu limité comme perspective. Deuxième catégorie, vous les mettez face à une graine, ils rêvent déjà à l'arbre, ils voient les oiseaux dans les branches. Le drame pour ces grands idéalistes, c'est qu'à force de rêver, ils risquent de marcher sur la graine, il n'y a plus rien. Puis troisième catégorie, il y a ceux qui savent voir à la fois la graine et l'arbre. Ceux-là vont être attentifs au terrain. Offrir le meilleur terrain pour que la graine puisse devenir un arbre. Merveilleuse parabole de l'éducation, où il s'agit d'offrir le meilleur terrain pour que l'enfant puisse prendre racine dans l'héritage familial, social, culturel, religieux de son pays, de manière à éclore à sa nouveauté de sujet. Et dans l'éducation, il doit toujours y avoir ces 2 thématiques, la thématique de la transmission et la thématique de l'accompagnement de la nouveauté. Et je dois vous avouer que j'aime mon époque. Bon, je rencontre beaucoup de chrétiens qui n'aiment pas leur époque. Moi, l'éducateur que je suis, j'adore mon époque. Parce que reconnaissons que dans les années 50, éduquer, c'était principalement transmettre. Moi, je n'avais pas le droit de parler à la table des adultes. T'es gamin, t'écoutes. Dans les années 68, alors, il y a eu le grand rêve, c'était plus la peine de transmettre, le gamin allait tout réinventer par lui-même. J'ai même vu des sessions de catéchèse où c'était même plus la peine de transmettre l'histoire sainte. On faisait toutes les séances avec des petits pétales, des petits cœurs. Des fois, je rencontre aujourd'hui des gens qui ont 40 ans, qui sont interpellés sur leur foi, et leur vague souvenir, c'est des petits pétales et des petits cœurs avec Jésus t'aime. C'est un peu difficile pour faire face au questionnement. Alors que je trouve qu'aujourd'hui, on arrive à un bon équilibre. Transmettre, mais non pas pour que l'enfant imite. Tout prof de littérature sait que son objectif, c'est pas que les gamins copient les œuvres des auteurs qui leur enseignent, c'est de leur apprendre à écrire. Tout prof d'économie sait, ou du moins j'ose espérer qu'il sait, que l'objectif de son cours, ce ne sont pas que les gamins adoptent tous les mécanismes économiques dans leur vie future. J'ose espérer qu'ils sont capables d'en réinventer d'autres. Parce que je ne suis pas bien certain que les mécanismes des sciences économiques que nous avons mis en place permettent véritablement de sortir de cette période que nous traversons. Donc, lorsqu'un prof transmet, c'est pas transmettre pour que le gamin imite, c'est toujours transmettre pour que le gamin invente. Il en va de même de la foi. Lorsqu'on transmet la foi, ce n'est pas pour que le gamin imite notre manière de croire. Tous ici, autant que nous sommes, chacun d'entre nous a une manière de croire différente. Je vais te faire un petit sondage. La résurrection, tout ceci va évoquer des choses complètement différentes chez l'un et chez l'autre. Tous, nous avons des manières de croire différentes. Et lorsqu'on transmet la foi à un enfant, ce n'est pas lui transmettre notre manière de croire. C'est lui transmettre de manière à ce qu'il soit capable d'inventer sa manière de croire. Alors j'aime dire qu'il y a 3 catégories d'éducateurs, en parodiant un peu le décryptage de cette parabole de l'abbé Pierre. Première catégorie, ceux qui ne voient dans l'enfant que l'enfant tel qu'il est aujourd'hui. Alors là, on risque de ne pas transformer toutes ses potentialités en capacités. Et l'art d'éduquer, c'est l'art de transformer les potentialités en capacités. Parce que vous savez, nous disons tous que nous aimons voir nos enfants grandir. Ça, c'est ce que nous disons. Mais est-ce fondamentalement vrai? Rappelez-vous, votre gamin de 8 ans qui, sortant de l'école, se jetait dans vos bras en vous racontant ses chagrins de cours de récréation, et lorsque, 8 ans plus tard, vous allez le surprendre à la porte du lycée,
qui vous fait signe de la main, dégage maman, c'est pas ta place ici, en n'osant même pas vous embrasser devant les copains, on dit qu'on aime voir son enfant grandir, ça c'est ce qu'on dit. Je ne suis pas certain que ce soit fondamentalement vrai. C'est tellement gratifiant le petit enfant, qui est tellement capable de vous dire combien vous êtes important pour lui, combien il a besoin de votre amour, combien vous êtes important pour lui. Alors, vous savez, nos grands-mères, elles ne se trompaient pas souvent, nos grands-mères. Nos grands-mères qualifiaient l'adolescence d'âge ingrat. Parce que je ne sais pas si quelques-uns parmi vous ont des adolescents, mais je crois que la gratitude n'est pas forcément la qualité première de l'adolescent. Ils en ont bien d'autres, hein. Mais ah, merci papa de te lever de bonne heure ce matin pour aller travailler l'entreprise et me ramener de quoi partir en vacances. Ah, merci maman d'aller faire le marché tous les matins. Et bon, je pense que l'adolescent est tellement pris pour comment s'affirmer par rapport aux adultes, par rapport à ses copains, que je ne pense pas que la gratitude, enfin il y a peut-être quelques exceptions chez tel ou tel d'entre vous, mais on ne peut pas dire que la gratitude soit la qualité première de l'adolescent. Mais voilà. Mais combien je rencontre, vous savez, dans mon bureau d'adolescents qui me disent mais mes parents, ils ne voient pas que je grandis. Ils ne voient pas que je grandis. Et ça peut être une vraie souffrance de ne pas accompagner l'enfant dans sa croissance, de le maintenir un peu dans cet état de dépendance enfantine. Tellement ça peut être gratifiant pour nous. Deuxième catégorie d'éducateurs, c'est l'inverse. C'est ceux qui ne voient dans l'enfant que le futur adulte. C'est le « passe ton bac d'abord ». La réalité de ce que tu vis comme enfant ne m'intéresse pas. La seule chose qui m'intéresse, c'est que tu aies ton bac, attention. La seule chose qui m'intéresse, c'est le projet que je fais pour toi. Pour toi. Bon. Et un éducateur qui vont projeter sur l'enfant des représentations qui sont de lui adulte. Parce que lesquels d'entre nous n'ont pas rêvé, en berçant leur petit bébé, de bercer Noah au tennis, Zidane au foot, Balzac en littérature, Mozart au piano, De Gène en physique. Vous savez, il m'arrive de voir des emplois du temps d'enfants de CM2 le mercredi après-midi, où ils vont à la leçon de piano quand il serait Mozart, après ils enchaînent avec la leçon de tennis quand il serait Noah, on aurait l'air malin. On leur aurait fait faire du piano, en fait c'était Noah. Sans oublier des cours particuliers de physique au quoi il serait De Gène, on aurait été bête. Tu lui aurais fait faire du piano et du tennis, en fait c'était un génie scientifique. Alors il y a des gamins qui arrivent au caté en retard parce qu'ils viennent du piano, ils repartent en avance parce qu'ils partent au tennis. Puis après on se dit tiens, ils ont un petit peu de mal à se poser. Je connais des emplois du temps d'enfants de CM2 le mercredi après-midi qui est digne d'un chef d'entreprise. Alors pour peu que la maman en ait plusieurs, lorsqu'elle a fini de conduire le 5e à la première activité, il est temps d'aller chercher le premier pour le mener sur la deuxième activité. Je ne dis pas l'ambiance à la maison le mercredi soir. Non. L'enfant en grandissant risque de ne pas faire tout ça à la fois. Ça à la fois. Et être éducateur, qu'on soit parent, qu'on soit enseignant, qu'on soit éducateur, ce n'est pas faire en sorte que l'enfant réalise le projet qu'on fait sur lui, c'est l'accompagner à la naissance de son projet. Vous savez, lundi, je prêchais dans une assemblée de collégiens et de lycéens, à l'occasion de la Saint-Joseph, fête d'une grande institution où je me trouvais. Je parlais de la Sainte Famille. Je crois qu'il n'y en a pas beaucoup parmi vous qui auraient aimé être à leur place. Et je disais, ces enfants, ces adolescents, vous savez, il arrive une fois seulement dans l'histoire d'un garçon juif, ça arrive une fois dans sa vie, l'année de la puberté, où il peut se considérer encore comme un enfant et faire la route avec les femmes, ou se considérer déjà comme un homme et faire la route avec les hommes. Avant, il est obligé d'être avec les femmes, après, il est obligé d'être avec les hommes. Il y a juste 1 an, 12 ans, l'âge de la puberté, où le gamin a le choix. Eh bien, le seul épisode dans l'évangile qu'on ait de Jésus adolescent, c'est Jésus à 12 ans. Il fait croire à son père qui était avec sa mère, il fait croire à sa mère qui était avec son père, et il se barre. Il se barre. Au départ, pas de souci. Joseph était persuadé qu'il était avec Marie, Marie était persuadée qu'il était avec Joseph. Jusqu'ici, tout va bien, c'est comme dans le film. Le problème, c'est quand ils se sont retrouvés, au bout d'une journée, au bout d'une marche. Vous imaginez l'ambiance dans le couple. Comment ça, il n'est pas avec toi? Je suis persuadé qu'il était avec toi. Il le recherche. 3 jours. Et Joseph retrouve l'enfant. Et dit au gamin, tu vois quand même l'état dans lequel t'as mis ta mère? Tu vois pas l'état d'angoisse et tout ça? Et Jésus te répond, pas un mot d'excuse de Jésus pour sa maman. Pas un mot. Pas un mot.
Il répond, je ne suis pas là pour faire le projet que vous avez sur moi, je suis là pour réaliser le projet que mon père fait sur moi. On dit, je suis là pour occuper la maison de mon père. Alors que le pauvre Joseph, peut-être qu'il voyait en Jésus le successeur pour l'entreprise de charpente dans laquelle il travaillait. Ah ben non. Et ça, c'est la réponse de tout adolescent. Je ne suis pas là pour réaliser le projet que vous faites sur moi, je suis là pour réaliser ma vocation. Et je disais en cette fête de Saint-Joseph à tous ces adolescents réunis, on a travaillé sur cette question, ben voilà, c'est quoi ta vocation? Alors, troisième catégorie d'éducateurs, ceux qui savent voir à la fois dans l'enfant tel qu'il est aujourd'hui et l'adulte qu'il est appelé à devenir demain. Et d'ailleurs, il me semble que c'est ce double regard qui caractérise l'Évangile. C'est un jour, j'étais interpellé par un gamin de 12 ans que je préparais la profession de foi et qui me dit « Jean-Marie, le royaume de Dieu, est-ce qu'il est là ou est-ce qu'il n'est pas là ?» Je lui dis « Pourquoi tu me poses cette question ?» Elle me dit « J'ai lu l'Évangile. » Ah ben je dis « Bravo !» Il me dit à une page, on nous dit « Réjouissez-vous car le royaume de Dieu est là. » 3 pages plus loin, « Priez pour qu'il vienne. Notre Père, que ton règne vienne. » Il faut quand même savoir, le royaume de Dieu, est-ce qu'il est là ou est-ce qu'il n'est pas là? Question tout à fait pertinente. Moi, j'adore les questions posées par les jeunes d'aujourd'hui. Quand j'étais au caté, je n'avais pas cette pertinence-là. Et vous savez que la réponse du Christ, c'est justement la parabole de la graine. Il en va du royaume comme une graine qui pousse, car lorsque vous êtes face à une graine, vous pouvez, avec le même degré de vérité, dire « l'arbre est là », vous avez le droit de dire ça, parce que potentiellement tout l'arbre est dans la graine, ou vous avez le droit de dire « l'arbre n'est pas là ». Si vous ne plantez pas, si vous arrosez pas, il n'y aura jamais d'arbre. C'est-à-dire que pour le chrétien, il est aussi vrai de dire « le royaume de Dieu est là » ou « prions pour qu'il vienne », puisqu'il est là sous le mode de la germination. Le royaume de Dieu, ce n'est pas une propriété que des anges devraient défendre, c'est un processus. Toutes les paraboles du royaume sont des paraboles de germination. Et donc, Jésus nous habitue à ce regard sur le déjà et le pas encore arrivé. Vous savez que tout l'enseignement moral de l'Église, que ce soit 6 mois avant la naissance ou 1 heure avant la mort, tout l'enseignement moral de l'Église est fondé sur ce double regard. On trompe l'homme si on se limite au sol déjà là ou au sol pas encore là. Il nous faut toujours avoir ce double regard sur le déjà là et le pas encore là. Et c'est ainsi qu'on respecte l'homme. Alors ce double regard conduit à une double attitude pédagogique. Et c'est vrai pour la famille, c'est vrai pour l'école, où il va s'agir à la fois de sécuriser, car l'enfant n'est capable de relever le défi de grandir qu'en se sentant suffisamment sécurisé dans son environnement. Le premier rôle de la famille, c'est d'apporter cette sécurisation. Moi, je vois ce qui manque le plus aux ados que j'accompagne, c'est cette sécurité familiale. Alors, ils sont dans l'insécurité permanente, et la meilleure défense étant l'attaque, ils sont dans des postures d'agressivité constante. Mais derrière cette agressivité constante des ados que j'accompagne, je sens au fond un fond d'insécurité totale. Sécuriser, c'est aimer l'enfant comme il est. Vous savez, ce qui est terrible quand on est adolescent, c'est que parfois on se réveille le matin, on se regarde dans une glace, on voit un petit bouton apparu sur le nez, et on pense que le monde entier a les yeux rivés sur le bouton. Je ne dis pas l'angoisse quand on quitte son lit. Alors surtout quand vous êtes parent, vous n'en rajoutez pas. T'es notre fils, t'es notre fille, 3 boutons en plus, 3 boutons en moins, 1 kilo de plus, c'est pas ça. C'est ça, sécuriser. Sécuriser, c'est être porteur d'un cadre, de règles, de limites. Rien de plus insécurisant que de grandir sans cadre. Sécuriser, c'est surtout apprendre à mémoriser de la réussite. Car l'homme est ainsi fait qu'il est capable d'affronter une difficulté qu'en se mémorisant une réussite antérieure. Tous nous fonctionnons comme ça. Votre plus grand rôle de parent, c'est de faire la fête. Lorsque le gamin fait ses premiers pas, lorsqu'il saute pour la première fois dans la piscine, lorsqu'on enlève les roues stabilisatrices de vélo. Chaque fois que vous apprenez à un enfant à mémoriser la réussite, vous l'aidez à affronter les difficultés de demain. Le problème, c'est que notre système scolaire, tel qu'il fonctionne en France, n'est pas toujours habité par ce principe. Vous savez que notre pays est un des pays au monde qui dépense le plus pour son école, en termes de pourcentage de PIB. Nous comptons parmi, je crois, les 4 pays au monde qui dépensons le plus
pour notre école, en termes de pourcentage de PIB. En termes d'efficience de notre système scolaire, classement PISA, nous dégringolons chaque année, nous sommes entre la 17e et la 22e place selon les disciplines. Autrement dit, des pays qui dépensent moins que nous pour leur école font mieux que nous en termes de transmission. Donc c'est important de se le rappeler. Quand j'entends certains politiques qui disent il faut encore des moyens, il faut encore des moyens, il faut encore des moyens. Attends, ça peut-être pas comment on les utilise. Et que si on regarde du côté des pays qui font mieux que nous, les pays nordiques, c'est quoi la grande différence? C'est le regard sur l'enfant. Un regard centré sur ce que l'enfant sait faire. Et on enrichit ses savoir-faire. Alors que chez nous, on a un regard centré sur l'écart par rapport au niveau attendu. Là. Chez nous, un gamin qui passe dans cette dictée de 50 fautes à 10 fautes voit sa note passer de 0 à 0. Un gamin qui passe de 3 fautes à 2 fautes voit sa note passer de 14 à 16. Je peux vous assurer que c'est bien plus difficile de passer de 50 fautes à 10 fautes que de 3 fautes à 2 fautes. Mais dans notre système, on ne voit rien. Parce que ce qui importe, c'est l'écart par rapport au niveau. Alors quand c'est en dessous du niveau... C'est-à-dire, un gamin en 5e en sait forcément plus qu'un gamin en 6e. Même s'il n'a pas tout écouté, même s'il n'a pas tout compris, bon, il a quand même été toute l'année à l'école, donc il en sait forcément plus. Mais dans notre système, il avait 5 sur 20 en 6e, il a encore 5 sur 20 en 5e. Et il n'y a aucun moyen pour lui de se dire je progresse. Puisque c'est toujours par rapport au niveau, et comme à chaque fois on fait monter le niveau, il pourrait avoir 2 tout au long de sa scolarité. Et donc comment le gamin va pouvoir mémoriser de la réussite si on a un système qui est toujours fondé sur l'écart par rapport au niveau? Est-ce que je veux dire? Donc combien hein, c'est important. Il est un chapitre de la Bible, un grand livre de la Bible qui s'appelle l'Éducation. Je ne sais pas si vous avez lu la Bible. Bon, l'Éducation. Alors c'est écrit en grec. Bon. Alors c'est marqué l'Exode. Mais c'est la même chose. Éducation en latin, ça veut dire exode en grec. Sortir d'eux. Sortir d'eux. Ex ducere, conduire hors d'eux. Exode, conduire hors d'eux. J'aime parfois faire ces lectures éducatives de la Bible. C'est une lecture réductrice, hein, il faudrait... Hein. Mais on peut faire ces lectures éducatives de l'Exode. L'état d'Égypte, c'est l'état d'enfance. Les besoins vitaux sont satisfaits, mais on n'est pas libre, on est dépendant. La terre promise, à laquelle on n'arrive jamais, c'est l'état adulte. On n'y arrive jamais complètement. Qui peut se prétendre complètement adulte? Moi, j'aime dire, l'adulte, c'est celui qui est capable d'entrevoir le fait de mourir sans que ça ôte le sens de ce qu'il a vécu. Bon, on progresse toujours. Hein. Bon. Entre les deux, l'adolescence. Une expérience de peuple. Ils sont ensemble. Avec de temps en temps la tentation de revenir en arrière. Il y a des ados qui sont parfois tentés par la régression vers l'enfance. Quand ça devient dur, là, au moins en Égypte, on a quoi courage d'affronter la difficulté du présent. Sécuriser et responsabiliser. Car on apprend à l'enfant à devenir responsable qu'en lui permettant d'exercer des responsabilités. Bien sûr, à sa hauteur. Il ne peut pas confier les verres en cristal à l'enfant de 4 ans, mais il peut déjà mettre le couvert. Et ce qui est dramatique des fois dans notre société, c'est que je vois des enfants qui sont écrasés d'un fardeau de responsabilité trop grande. On les appelle des enfants à la clé. Je connais des enfants de 9 ans, clé autour du cou, qui sont responsables. Entre 16h30, sortie de classe, et 20h30, arrivée de la maman qui les élève seule au foyer, sont responsables de l'ensemble de l'appartement et de l'ensemble de la fratrie. C'est énorme. Le lendemain, ils vont à l'école, et la maîtresse, après un discours emphatique sur la citoyenneté, lui dit « Jamy, tu vas être responsable de la craie ». D'un côté, vous avez des responsabilités écrasantes. Alors, de l'autre côté, alors une parodie de responsabilité, mais alors je ne vous dis pas avec la sauce. Non, des responsabilités à la hauteur des épaules de l'enfant. Et ce que je dénonce avec force aujourd'hui auprès des politiques, en termes d'éducation, c'est les ravages de la déclinaison du principe de précaution. On voudrait éduquer à risque zéro. On voudrait éduquer à risque zéro. Je connais des parents qui voudraient que leur gamin fasse de la haute montagne à risque zéro. Forcément du risque. Il y en a moins que de prendre le car ou de prendre la voiture de l'oncle. Il y a forcément du risque.
Moi, je fais du bateau avec les jeunes. Chaque mois d'avril, chaque mois de juillet, je pars en bateau. Je peux vous assurer que quand on est avec un équipage de gamins de 12-15 ans, en pleine tempête dans le golfe de Gascogne, ben, on court un risque. Alors, bien sûr, on le maîtrise, on l'évalue. On court un risque. Et je reçois des lettres merveilleuses de magistrats me disant les progrès stupéfiants qu'a pu faire tel ou tel adolescent au cours de cette escapade. Mais je sais aussi que si par malheur, un été, j'arrivais au port avec un gamin en moins, ma tête ferait la une des journaux et je me retrouverais en tôle. Je le sais. Par malheur, ça arrivait, ma tête ferait une des journaux et je serais en tôle le soir même. Bon, c'est un risque que je prends. Je comprends que des collègues ne veuillent pas courir ce risque. Alors quand ils font l'apprentissage de la voile, c'est sur un lac sans rides. Chaque gamin est dans une petite caisse en bois qu'on appelle optimiste, et dès que la caisse penche un tout petit peu, il y a 3 canots à moteur qui se précipitent. Et les gamins apprennent la voile à risque zéro. Je pense que les bénéfices éducatifs ne sont pas tout à fait les mêmes dans les deux expériences. Avoir affronté la tempête à la barre d'un voilier de 14 mètres et être dans sa petite caisse à savon sur un lac sans rides, c'est là, on fait de la voile, j'en conviens. Mais ce n'est pas les mêmes bénéfices éducatifs. Et j'aime dire qu'une éducation sans risque est l'éducation la plus risquée qui soit. Parce qu'elle forme des irresponsables. Il y a 3 ans, je faisais une intervention à l'Assemblée nationale et je parlais du scout de l'an 2012. Alors on y est, mais je crois qu'on y est presque. Je racontais que le scout de l'an 2012, lorsqu'il partirait en exploration en forêt, on commencerait à mettre un dérouleur de fil électrique dans son sac à dos, le chef tiendra la prise, le gamin ira découvrir la forêt en déroulant. Une fois que le dérouleur serait déroulé, il plantera sa tente, parce que il est indispensable de mettre le beurre du petit déjeuner dans un frigo durant la nuit qui précède la consommation. Sinon, vous courez un risque, vous n'avez pas le droit de faire courir ce risque au gamin. Si le beurre du petit déjeuner n'est pas dans un frigo durant la nuit qui précède la consommation, alors là, vous avez tout faux sur les règles, dernières règles d'hygiène qui régissent les camps. C'est-à-dire, où on va? Où on va? Et on y va tout droit. Principe de précaution. Et à quoi on assiste au bout du bout? Ben, on assiste à cette alcoolisation de nos étudiants, pas simplement dans les quartiers, hein, sur les campus de grandes écoles. Je suis consterné, moi, dans cette alcoolisme sur les campus de l'X, de l'ESSEC, et j'essaie de comprendre pourquoi. Vous savez, avec les étudiants, je dis, pourquoi ils boivent comme ça? Surtout, ils boivent, c'est pas pour le plaisir. Ils sont malades comme des queues de pelle. Donc c'est vraiment pour le plaisir. C'est pas boire pour le plaisir. Alors c'est quoi la motivation? Eh bien c'est moi, je suis capable de descendre 1/4 de litre de whisky, eh bien moi, je suis capable d'en descendre 1/3. Eh bien moi, je vais essayer 1,5. Et je me dis, triste société. Une société qui a interdit à tous ses enfants adolescents de courir le moindre risque pendant leur enfance et leur adolescence, et qui finalement, pour se prouver qu'ils existent, en sont à se lancer ces défis stupides autour du whisky ou de la vodka. Je trouve ça triste à en pleurer. Triste à en pleurer. Ah, c'est sûr qu'ils arrivent intacts, hein, dans leur université. Risque zéro. Pas une cabosse. Mais si c'est pour en arriver là, et là pour moi c'est vraiment la manifestation des ravages du principe de précaution appliqué au champ éducatif. Il n'y a pas de confiance sans risque. C'est le risque de la foi. Donc éduquer dans la confiance, forcément ça signifie courir un risque. Bien sûr, il s'agit de l'évaluer, il s'agit de le maîtriser, il ne s'agit pas d'être inconsidéré. Sans doute la plus grande difficulté de parents, c'est comment mesurer ce risque. Et enfin, dernier défi, le défi de l'alliance. Comment faire alliance avec ces jeunes? Comment les adultes peuvent réinvestir leur place dans ce monde des jeunes? J'ai discuté avec un enseignant qui partait à la retraite dans une petite ville de province, hein, pas du tout les quartiers sensibles. Et il avait une longue carrière d'enseignant, hein, je crois à peu près 35 ans. 35 ans. Et il me disait, Jean-Marie, tu vois, ce qui a changé en 35 ans, c'est qu'il y a 35 ans, lorsque des élèves fêtaient un anniversaire, ils m'invitaient,
aujourd'hui, il n'y en a plus un seul qui m'invite. Quand les jeunes font la fête, c'est sans nous. Sans nous. Et puis là. Et se dire, voilà, on s'est mis à côté, et puis leur vraie vie, c'est quand ils vont être entre eux. Entre eux. Comment retrouver cette place d'alliance? Comment développer une pédagogie de l'alliance? Il va s'agir d'abord de trouver la bonne distance avec l'enfant, l'adolescent qui grandit. C'est l'art d'éduquer, c'est d'abord l'art du positionnement. Être toujours suffisamment proche pour ne jamais être indifférent et suffisamment distant pour ne pas être indifférencié. Je crois que c'est la règle d'art. Cette bonne distance, cette bonne proximité. Trop de distance crée de la violence, le jeune faisant n'importe quoi pour attirer l'attention. Trop de proximité peut créer de la violence, le jeune voulant se dégager de cette gangue affective qu'il vit comme emprisonnante. J'ai rencontré une jeune maman avec son gamin de 4 ans qui l'a bourré de coups de pied. Je disais, je comprends pas. Et moi, je disais à cette jeune maman, mais un peu de distance, madame. Vous êtes trop collés. C'est un bébé, vous êtes trop collés. Il manifeste qu'il a besoin d'un petit peu d'espace. On ne peut pas vivre collés. Mais combien j'ai fait un certain nombre d'audits dans des institutions traversées par de graves problèmes d'autorité, et j'ai toujours pu effectuer une corrélation entre les difficultés liées à l'exercice de la fonction d'autorité et le mauvais positionnement des adultes. Soit trop loin, soit trop près. Pour moi, c'est ça l'éducation selon l'esprit, parce que c'est que le rôle de l'Esprit Saint, tout au long de la Bible, de la création à la Pentecôte, c'est celui qui unit en respectant les différences. La création du monde, c'est il sépare, c'est le magma, hein, et il crée l'unité du monde en séparant le ciel, la terre, la mer. Et la Pentecôte, tout le monde se comprend, mais chacun parle sa langue. C'est pas tout le monde parle la même langue. C'est chacun parle sa langue. C'est bien plus fort, ça, hein, que de faire l'uniformité. Tout le monde fait pareil. Et tout le monde se comprend. C'est comment je crée l'unité dans le respect de la différence. Être éducateur, c'est ni être copain avec le jeune, ni être à ce point distant avec le jeune qu'on ne s'intéresse pas à ce qu'il vit. Et puis alliance avec le groupe. Vous savez, des fois, il m'arrive de faire des conférences à des enseignants, et inévitablement, je suis interrogé à la fin en disant, bah oui, on voit bien que vous êtes éducateur, vous c'est la relation individuelle, mais vous vous rendez compte, nous on en a 30. Et avec le brin de provocation qui est mien, je réponds, quelle chance! Vous enseignez une première fois, vous avez 15 élèves qui comprennent. Vous enseignez une deuxième fois, vous avez 16 profs pour 15. 1 pour 1. C'est extraordinaire. Ah mais vous n'avez pas vu des choses comme ça. Vous n'avez pas vu des choses comme ça. Eux, quand ils enseignent une deuxième fois, ils réexpliquent. Et comme la seconde explication est similaire à la première, parce que s'ils avaient une meilleure explication que la première, ils l'auraient déjà utilisée la première fois. Imaginons que dans leur tête, il y ait une explication qui leur paraisse meilleure que celle qu'ils aient utilisée la première fois. Ils l'auraient déjà fait. Donc lorsque l'enseignant réexplique, il réexplique de la même manière qu'il a expliqué. Résultat des courses, ceux qui ont compris s'ennuient, ceux qui n'ont pas compris comprennent toujours pas. Alors qu'effectivement, le gamin qui a compris et qui réexplique, il saura trouver d'autres mots, d'autres postures. Moi, combien je vois dans mon service d'accompagnement scolaire, combien je vois parfois que des lycéens sont plus performants pour l'accompagnement de jeunes collégiens que des enseignants. Bien sûr, les enseignants sont indispensables. Mais cette idée de faire alliance avec le groupe, vous savez, il y a eu cette idée forte des enseignants que le problème, c'était la taille de la classe. Aucune étude scientifique ne démontre une corrélation entre la taille de la classe et la réussite des élèves. Sauf en ce qui concerne l'apprentissage de la langue. Donc c'est vrai en primaire, c'est vrai pour les langues. Pour le reste, il n'y a aucune étude scientifique qui le démontre. Mais ça reste l'idée des enseignants. Il faut savoir que 85% du budget consacré aux ZEP a été consacré à la diminution de la taille de la classe. 85% du budget. Efficacité, 0. L'écart est plutôt plus grand
après 20 ans de programme ZEP qu'avant la mise en œuvre du programme. Donc la solution qui était inventée par les enseignants, si on veut faire mieux, il faut diminuer. Et on commence à découvrir que la diminution de la taille de la classe peut plomber les apprentissages. Je m'explique. Dans une classe de 30, statistiquement, il y a 5 très bons élèves qui peuvent former un noyau porteur. Dans une classe de 15, statistiquement, il y a 2 très bons élèves qui se planquent parce qu'ils sont trop différents des autres. C'est ce qu'on voit dans les collèges ZEP. Plus la taille est petite, plus la taille de la classe est petite, plus la proportion de très bons élèves est faible, plus il se planque. C'est-à-dire que l'enseignant ne peut pas compter sur lui. Moi, je rencontre des gamins dans les collèges où je travaille, où toute leur stratégie, c'est surtout ne pas montrer qu'ils sont bons. C'est trop dangereux dans les relations avec les autres. Donc il faut développer toute une stratégie pour surtout ne pas montrer qu'ils sont bons. Enseignants, même ceux qui comprennent, ils font semblant de ne pas comprendre. Comme ça, ils gardent leur posture. Donc comment faire alliance avec le groupe? Et se dire comment je vais me servir, ça c'était aussi un des arts de Don Bosco, de servir toujours des interactions entre les aînés, les plus jeunes, entre ceux qui ont compris, ceux qui n'ont pas compris, d'utiliser toutes ces interactions pour les mettre au service de la transmission. Il est temps de conclure. Confiance, espérance, alliance, vous retrouvez la trilogie constitutive de la démarche chrétienne du croire, espérer, aimer. Celui qui accueille un enfant en mon nom, c'est moi qui l'accueille. Autrement dit, le chrétien est invité à nouer une relation avec l'enfant qui se vive dans le même registre que sa relation à Christ. C'est ça que ça veut dire. Celui qui accueille un enfant en mon nom, c'est moi qui l'accueille. C'est-à-dire que la relation à l'enfant doit se jouer dans le même registre que la relation à Christ. Tu dois avoir le même type de relation avec l'enfant et avec Christ. Et donc une relation fondée sur le croire, espérer, aimer. Pour l'éducateur chrétien, c'est quoi éduquer? C'est développer une relation à l'enfant sous le mode du « je crois en toi », à la manière dont Christ croit en toi, à la manière dont j'expérimente que Christ croit en moi, j'espère avec toi, à la manière dont Christ espère avec toi, à la manière dont j'expérimente que Christ espère avec moi, je t'aime, à la manière dont Christ t'aime, à la manière dont j'expérimente que Christ m'aime. L'éducation, pour moi, c'est affaire de foi, d'espérance et d'amour. Permettez-moi juste de préciser, parce que des fois mon discours peut être mal compris par certains de mes amis enseignants, que j'ai beaucoup d'estime pour tous ceux qui font ce formidable métier d'enseignant. Ce que je dénonce un peu, c'est le système de notre école dans lequel ils sont enfermés. Mais c'est bien une critique parfois du mode de fonctionnement du système de notre école, absolument pas une critique de nos amis enseignants qui, en particulier dans les collèges ZEP, assurent une mission extraordinaire. Mais combien il me semble que si on améliorait le mode de fonctionnement de notre système, il pourrait décupler encore l'efficacité de leur implication. Ma question est la suivante. En vous écoutant, je crois qu'il y a 3 centres pour l'éducation, la famille, l'école et la société. Et en vous écoutant toujours, j'ai senti ce problème de cohérence. À quoi sert-il à un professeur d'enseigner le résumé de l'autre si on raille dans la famille ou si on stigmatise dans la société? Et ma question s'adresse plutôt aux sociologues. Comment arriver à établir cette cohérence entre les 3 centres d'éducation, sinon en essayant de proposer un projet de société auquel chacun pourrait individuellement et collectivement adhérer? Et je suis pleinement d'accord avec votre analyse. Moi, je vois la grande difficulté des jeunes que je côtoie dans le quartier,
vous êtes aussi beaux les uns que les autres, vous êtes aussi intelligents les uns que les autres. Je rencontre beaucoup d'intelligence dans les quartiers. Mais la grande différence, c'est que pour vous, entre le discours tenu par vos parents, le discours tenu par vos enseignants et le discours tenu par les jeunes adultes qui forçaient votre admiration, ces trois discours se rejoignent sur un socle de valeurs communes. Investimment. Alors il est assez facile de se construire. Alors que dans les quartiers où je bosse, ces trois discours s'entrechoquent. Alors il est bien plus compliqué de se construire. Alors l'idée forte, effectivement, va être comment travailler une meilleure cohérence. Au niveau du Val d'Occo, c'est vraiment, ça essaie d'être le fil rouge de notre action. Développer une approche globale de l'enfant et on essaie de le rejoindre à la fois dans la rue, à la fois à l'école et à la fois dans la famille. Et on a organisé notre action autour de ces trois pôles, l'éducateur qui joue dans la rue avec eux, l'éducateur qui intervient à l'école sur toutes les questions d'accompagnement scolaire, l'éducateur qui intervient dans la famille. Et d'essayer de jouer un rôle de médiation, famille, école, cité. Alors comment instiller davantage de cohérence? Et moi je crois que vraiment c'est le problème numéro un qui se pose aujourd'hui dans la société. Je crois effectivement c'est de favoriser le dialogue école-famille. Et puis école-environnement, je ne crois pas à la théorie de l'école forteresse. Parce que l'école forteresse ne répond pas à ce besoin de cohérence. Il y a une espèce comme si c'était un lieu où ça se passe différemment. Moi je me souviens que j'avais été effaré un jour, un gamin avait agressé violemment un jeune sur une cour de récréation, le gamin avait été exclu, je le raccompagne dans le bureau du principal, et le bureau du principal, ce qui était grave, c'est que ce soit passé à l'école. J'ai dit, attendez, ça serait passé dans le train ou dans la famille, c'est aussi grave. Ce qui est grave, c'est la violence. Comment vous pouvez faire dire, c'est très grave, oh, tu te serais fait tabasser en famille, ça veut dire, ça c'est pas mon problème. Tu te serais fait tabasser dans le train, c'est pas mon problème, il n'y a rien à cirer. Alors que tu te fasses tabasser dans l'école, c'est très grave. Mais non. C'est aussi grave que ça se passe dans le train, que ça se passe à l'école, ou que ça se passe en famille. Et nous, adultes, nous devons être capables de protéger l'enfant de cette violence. Pas se dire, c'est parce que c'est à l'école, ça me concerne, si c'est en dehors de l'école, je m'en fous. Non. Donc, comment travailler à cette cohérence? Donc, une école qui dialogue. Et puis, comme vous le dites, comment travailler effectivement un projet de société où on puisse se retrouver, membres de la communauté nationale, autour de valeurs communes à transmettre à nos enfants. Bon. Et c'est vrai que c'est difficile, parce que je crois que des politiques le sentent. Le débat sur l'identité nationale, qui a été mal fagoté, mal ficelé, récupéré de manière politique, mais quelque part il y avait une idée intéressante, c'est à quoi ensemble on dit oui. Moi, toutes les manifestations que je vois, c'est toujours non, 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 non. Mais être français, c'est dire oui à quoi? À un moment, il serait important que l'ensemble des composantes de la communauté nationale puissent dire être français, c'est dire oui à ça. Pour moi, c'était ça l'enjeu du débat. Je n'étais pas contre, moi, le débat. Après, la manière dont il était mené récupérer, mais se dire, il faudrait quand même qu'on soit capable de transmettre à nos enfants, c'est dire oui à quoi? J'entends des manifestants qui disent non, 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 non. Enfin, alors les gens, pour dire non, ils disent non. Mais à quoi ils disent oui? Le jeune d'aujourd'hui, 17 ans, d'origine maghrébine, être français, c'est dire oui à quoi? Qui répond à sa question? On ne lui dit pas. Oui. Donc, parce que être français, c'est pas une race. Il n'y a pas la race des Français. Bon. Être français, c'est l'adhésion aux valeurs de la République. Bon. Donc là, moi, je vous rejoins tout à fait en disant que ce travail-là, pour nos jeunes, vraiment, il va falloir que notre communauté soit capable de pouvoir effectivement se mettre d'accord sur un minimum de valeurs communes qui caractérisent le fait d'être français et de transmettre à tous ceux, effectivement, qui sont français, et puis d'indiquer à tous ceux qui sont accueillis sur notre territoire, en disant, ben voilà, tu viens sur le territoire, sache que sur le territoire, voilà. Mais liberté, égalité, fraternité, si on se limite à cela sans aucune déclinaison, ça fait un peu court, enfin je veux dire, ça fait un peu court, parce que tout le monde interprète la liberté à sa manière, tout le monde interprète l'égalité à sa manière, et tout le monde interprète la fraternité à sa manière. Mais donc comment travailler à cette cohérence, effectivement, hein, et que famille, école et notre pays puissent effectivement se retrouver dans une expression commune de valeurs à transmettre.
Et personnellement, je crois qu'on peut faire un lien, hein, je l'ai souvent fait, hein, entre le niveau de violence d'un jeune et le niveau d'incohérence des adultes qui l'accompagnent. Il y a incohérence. Quand on est dans les adultes incohérents, il y a deux solutions, soit on devient fou, soit on devient violent. Mais c'est très difficile de se construire. Merci de nous avoir donné ou rappelé des perspectives positives dans ce domaine si intéressant, et donc les chantiers éducatifs ont du grain à moudre dans les prochains mois. Vous venez de faire allusion au maghrébin. Je suppose que vous avez une bonne expérience dans ce domaine. Est-ce que vous pourriez nous en dire davantage, puis c'est l'actualité, hélas? Moi je crois qu'effectivement il y a une difficulté aujourd'hui dans l'insertion de ces jeunes dans notre tissu social, et ce qui m'inquiète le plus aujourd'hui, c'est que quand je compare par rapport aux autres vagues migratoires, j'ai un peu l'impression que la troisième génération est plutôt moins insérée que la seconde. Donc là ça pose question. Je me débat au quotidien, dans les activités que j'organise, dans les camps que j'organise, sur la question du halal. Au Val-de-Caux, j'ai choisi comme principe qu'on respecte les interdits religieux, je ne sers pas de porc à mes amis maghrébins, et que j'essaye, quand je le peux, de respecter les habitudes alimentaires. Quand je peux le faire, je le fais, quand je ne peux pas, je ne le fais pas. Des gamins de 10 ans, refusant de manger dans une colonie de vacances, parce que c'était pas halal. Je dis, non, ça c'est une habitude alimentaire. Non, c'est un principe de notre religion. Je dis, attends, moi ça fait 30 ans que je travaille dans les quartiers. Je pense pas qu'on peut dire que tes parents étaient moins musulmans que toi. Je pense pas, parce que je les observe. Or, pour tes parents, cette question du halal ne se posait pas. La seconde génération ne mangeait pas halal. Alors, on ne va pas me dire que c'est un principe religieux. Et c'est une habitude alimentaire. Mais il faut bien cette radicalisation des plus jeunes sur des thématiques que, avec la génération précédente, puisque ça fait maintenant 35 ans que je travaille dans les quartiers, donc j'ai aussi emmené leurs parents au camp, des choses qui ne se posaient pas. Alors ça, c'est quand même le signe d'un échec de l'insertion. Et aussi, et c'est ça qui, quand je compare un peu, puisqu'il m'arrive quand même de travailler un certain nombre de rencontres européennes, chez nos amis allemands, chez nos amis italiens, nos amis sur ces questions d'accueil de l'immigré, ayons quand même bien conscience que les difficultés les plus importantes que nous rencontrons avec les jeunes sont quand même les jeunes de nos anciennes colonies. Ce n'est pas les jeunes issus de l'immigration. Les jeunes issus de l'immigration. Il n'y a aucun souci avec les jeunes brésiliens, un certain nombre qu'on accueille. Un jeune brésilien, il va avoir des soucis d'écart. Donc, et qu'à un moment, il va falloir effectivement qu'on soit capable de relire ensemble l'histoire. Parce que ce que je trouve un peu nouveau chez certains jeunes, on le voit encore dans ce dramatique histoire de tueur, c'est que cette thématique de se venger. Nos Allemands sont en difficulté avec l'intégration des Turcs, mais il n'y a aucune idée des jeunes Turcs de se venger des Allemands. Or, cette idée de se venger, et venger nos parents, combien effectivement elle se répand chez un certain nombre de ces jeunes issus d'immigration maghrébine, qui effectivement pose problème en termes d'accueil, d'insertion. Alors là, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il va falloir un moment qu'on mette le problème à plat. Qu'on arrive à parler vrai, parce que le fait de ne pas pouvoir dire, parce que, je veux dire, aujourd'hui, dans nos écoles,
plus de 80% des jeunes issus de l'immigration sont scolarisés dans moins de 20% de nos établissements scolaires. Plus de 80% des jeunes issus de l'immigration sont dans moins de 20% de nos écoles. Est-ce que c'est ainsi que notre pays prépare l'insertion? Mais ça, on ne peut pas le dire. Parce que quand je vais à l'académie, je dis, c'est pas... Ah non, 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 non. Il y a juste dans ce collège, il y a 12% d'étrangers. Bien sûr, tous les autres sont français. Les autres français. Alors, vous ne pouvez pas travailler à la question si vous n'avez pas le droit de travailler. Ah non, moi j'ai 12% d'étrangers. On a fait des peuplements ghettos avec des offices d'HLM qui disent, mais on peut pas dire, ils sont français. Moi, je peux vous donner un pourcentage d'étrangers, on peut limiter, mais français, ils sont français. Donc on a des immeubles, on a des classes où il n'y a plus un seul blanc. Mais la proportion de Français est la même que dans le collège du centre-ville voisin. On a fait un observatoire de la jeunesse sur le Val d'Oise. Il était possible, pour mieux comprendre les jeunes, de savoir la profession des grands-parents. Il n'était pas possible de mentionner l'origine ethnique. Alors, je veux dire que si on ne peut pas travailler le problème, on ne pourra jamais le résoudre. Moi, c'est ce que j'ai retenu de ma formation scientifique, c'est qu'on ne peut résoudre un problème que quand on l'a correctement posé. Bon, dans notre pays, on ne veut pas le poser. Parce que les yeux sont... Bon. Donc, si à un moment, on ne pose pas le problème, je ne vois pas comment on va avancer. Donc, poser le problème, c'est la relecture de l'histoire. C'est comment mieux comprendre l'islam, pas tout confondre. Parce que moi, je vois ce qui a bien changé en 35 ans. C'est que quand je travaillais dans les quartiers il y a 35 ans, au début, le jeune maghrébin non-croyant ne pratiquait pas. Alors qu'aujourd'hui, le jeune maghrébin non-croyant pratique. C'est ça la différence. Moi, je veux dire qu'avec le jeune maghrébin croyant, j'ai pas de souci. Pas de souci. Les soucis qui sont miens, c'est avec les jeunes maghrébins pratiquants mais non-croyants. Je discutais avec un imam, l'imam d'Argenteuil, il me dit « Vous, votre problème à vous prêtre, c'est que vous avez beaucoup de jeunes croyants non pratiquants. Moi, mon problème d'imam, c'est que j'ai beaucoup de jeunes pratiquants mais non croyants. » Vous vous rendez compte? Et donc, ils n'ont de la pratique que le côté visible. C'est-à-dire qu'ils vont faire le ramadan de manière très visible, mais il n'y a pas de prière, il n'y a pas d'aumône, et puis ça ne les empêche pas, en cachette, d'aller boire une bière le soir s'ils ne sont pas vus. L'important, c'est d'être vus en train de faire le ramadan. Mais ce n'est pas une pratique du ramadan qui s'appuierait sur une démarche intérieure. Chez certains, des croyants, alors il y a une pratique du ramadan qui s'appuie sur une démarche intérieure. Mais, je veux dire, avec cela, il n'y a pas de souci. Moi, je veux dire, j'ai beaucoup d'amis musulmans croyants. Là, les soucis sont plus grands, c'est que l'islam, ce n'est pas qu'une religion. Le rapport du jeune à l'islam, ce n'est pas qu'un rapport religieux. Pour certains, c'est un rapport à une religion. Pour d'autres, c'est simplement un rapport identitaire à un groupe. Et donc, quand j'entends parfois des gens qui parlent de l'islam, qui parlent des musulmans, qui parlent de la communauté musulmane, je dis, attendez, vous parlez de qui, de quoi? De qui, de quoi? Et que là, il me semble qu'il faut effectivement qu'on fasse l'effort aussi, notre pays, de bien comprendre. Je vois parfois des Français qui n'ont comme modèle de religion que le catholicisme et qui projettent sur l'islam une espèce de modèle religieux qui est celui de l'Église. Mais ça n'a rien à voir. Moi je dis il y a des islams en France, il n'y a pas un islam de France. Il y a des islams. Et autant je vais être dans le dialogue le plus compréhensif avec certains amis musulmans, autant je vais être dans une hostilité pour essayer de barrer la route à d'autres. Donc tous vont se référer au Coran, mais pas de la même manière. Pas de la même manière. Bon. Et que l'islam n'est pas qu'une religion. C'est aussi un choix de société. Voilà. Si l'islam n'était qu'une religion et que tous les gens qui se réfèrent à l'islam se réfèrent à une religion, mais c'est pas ça la situation. Pas ça la situation. Et comment avec, moi j'essaie avec les... Je parle beaucoup avec les jeunes, 85% des jeunes du Val-de-Caux se réfèrent à l'islam. Hein, mais combien je vais avoir un dialogue différent avec celui pour lequel il y a une démarche de foi, et je vous assure d'autres jeunes pour lesquels il n'y a aucune démarche de foi. Aucune. C'est simplement une identité qu'on va construire et on va s'opposer. Mais ce n'est pas du tout fondé sur une démarche de foi. Ils sont aussi matérialistes que leurs copains français.
Et que faire le ramadan, c'est une pratique identitaire. Pour certains, c'est pas du tout une démarche liée à leur foi. Bon. Alors voilà, comment se dire on a toutes ces choses. Mais c'était vrai des catholiques quand j'ai grandi dans le village. J'ai grandi dans la campagne normande, le dimanche à la messe, tous les gens qui étaient à la messe, ça ne voulait pas dire qu'ils croyaient en Dieu Père. Certains étaient croyants. D'autres, ils étaient là parce que ne pas aller à la messe, ça commence. Il y avait l'instituteur du public qui avait l'argumentaire pour tous les paysans de la campagne. Après, ne pas aller à la messe, c'était de montrer du doigt. Et puis après, donc tout le monde était à la messe. Moi, je vois, quand j'avais 7 ans, l'église était pleine. Ça ne veut pas dire que tous les gens qui étaient à la messe ce dimanche croyaient en Jésus venant se livrer sur l'autel. Mais ils étaient là parce que tout le monde était là. Bon. Et qu'il y avait une espèce de christianisme sociologique. Bon. Et dans les cités, donc on a tout cet islam sociologique. Et même c'est terrible parce que on a un procès en ce moment, une famille maghrébine qui ne fait pas le ramadan, met ses enfants en danger. Mais ses enfants en danger. Il faut être agressé. Mon ami, le maire de Montfermeil, m'a montré qu'il y avait une famille qui ne faisait pas le ramadan, appartement incendié, etc. Ah, c'est une obligation. Je sais pas. Mais à côté de ça, il y a des vrais musulmans croyants. Alors, moi, je suis admiratif de cette qualité de sagesse, de foi. Voilà. Et c'est là où même j'aimerais rappeler, à chaque fois, que les paroles de Jean-Paul II, c'est que il n'y a pas de guerre de religion. Il n'y a que des guerres où le politique utilise le religieux. On présente la guerre en Irlande entre les catholiques et les protestants. Les gens ne se battent pas pour le statut de Marie. On ne va quand même pas se descendre à la mitraillette, parce qu'il y en a d'aucuns qui pensent qu'on peut dire que Marie elle est mère de Dieu, et d'autres qui pensent qu'on peut simplement dire qu'elle est mère de Jésus. C'est pas pour ça qu'on va se flinguer. Bon. Le motif, il est social. Et après, on attise la haine avec les motifs religieux. Moi, c'est comme ça que je lis, et que, comme le disait si bien Jean-Paul II, commettre un crime au nom de Dieu, c'est commettre un crime contre Dieu. Commettre un crime au nom d'une religion, c'est commettre un crime contre la religion. La religion, c'est fait pour l'entente des hommes et pour la paix. Donc il y a une utilisation du religieux dans des stratégies politiques, on le voit. Mais n'allons pas en faire, surtout pas. C'est là où je trouvais les propos de certains Américains dangereux. Non, surtout pas en faire une guerre de religion. Moi, je dois vous dire que quand je sens un ami musulman profondément religieux, c'est un plaisir de partager du temps avec lui. Plaisir. Par contre, quand je vois des jeunes pour lesquels la référence à l'islam est uniquement une référence identitaire, ne s'appuyant sur aucune base religieuse, combien effectivement, des fois, je vais être sur la défensive. Je dis, attends, t'es en France, on t'accueille, t'es français, c'est pas ta communauté qui va imposer le mode alimentaire à tout le monde. Voilà. Donc voilà, donc je crois que ça nous oblige par rapport à toutes ces questions à approfondir, à ne pas voir simplement parler de l'islam, les maghrébins, les musulmans, enfin, de bien se dire que c'est une nébuleuse complexe. La communauté musulmane en France, c'est une nébuleuse complexe, et que on le voit bien, je vois les parents ont leurs mêmes difficultés avec leurs ados que des fois des parents cathos, c'est-à-dire qu'ils sont désolés de voir leurs enfants ne pas adhérer à tout le patrimoine de foi et puis se cramponner sur des trucs qui, même pour les parents, n'ont aucune importance. On peut être une bonne musulmane avec un voile, on peut être une bonne musulmane sans un voile. On peut être un bon musulman mangeant du halal, on peut être un bon musulman qui ne mange pas du halal. Bon. Et vous discutez avec la seconde génération, ils sont d'accord sur ces principes-là. Et c'est la troisième. Là, il y a quelque chose qui se passe quand même, auquel il faut se attentif. Et je vous dis, moi, avec le gamin de 10 ans, il a fallu que gamin de 10 ans, il 10-13. Je lui dis, écoute, tu ne mangeras pas, qu'est-ce que je te dis? Moi, je sais pas, on est en pleine campagne, je ne vais pas faire 150 km pour aller chercher du halal au carrefour de la grande ville. Ici, il n'y en a pas. Il n'y a pas du halal dans toutes les boucheries de nos campagnes. Bon. Le deuxième soir, il mangeait, je vous rassure. Mais je peux appeler tes parents. J'ai même signé à tes parents que, voilà, j'aurais dit sur là, parce que je suis clair avec les parents, je leur dis que je promettais que l'enfant ne mangerait jamais de porc, que je ne pouvais pas promettre que ce soit du halal.
parents ont signé. Tu vois que tes parents sont d'accord. Qu'est-ce que tu viens me... Ah ben c'est le gamin, hein, avec les copains. Hein. Et ils font grève de la faim pendant un repas, 2 repas, c'est tout. Moi je tiens bon, hein, je ne vais pas faire 2 heures de route pour aller chercher du halal. Mais je vois des collègues qui cèdent. Je vois des institutions où on sert du halal. Même les institutions catholiques. Bon, je dis, attendez, qu'est-ce que c'est? Mais les gens, ils ne connaissent pas. C'est pour respecter la religion. Vous respectez quoi? Leurs parents s'inquiètent de leurs dérives. Et vous, alors, au nom du respect de l'autre et tout ça, vous entérinez la dérive. Et réfléchissez un peu. C'est pas... Mais là, je trouve qu'il faudrait vraiment qu'on ait cet effort de connaissance, de dialogue avec les parents, avec les enfants. Mais je vois, moi j'étais complètement surpris une fois, responsable scolaire, me disant, ah ben non, il faut respecter la religion de l'autre. J'ai dit, attendez. Aujourd'hui, l'enjeu du halal n'est pas un enjeu religieux. Pas un enjeu religieux. C'est un enjeu identitaire. Alors là, qu'est-ce qu'on... Et le pire, ça a été quand l'enfant de 12 ans m'a dit, moi, je n'ai le droit de ne faire la vaisselle que halal. Ah bon, j'ai dit, ça vient de sortir. Ah ouais, alors on m'a dit, moi je ne peux toucher que les assiettes, mais une assiette qui a touché de la viande qui n'est pas halal, j'ai même pas le droit de la laver. J'ai dit, attends, tu sors ça d'où, toi? Ah, c'est le Coran. Ah, je dis, attends, on n'a peut-être pas le même Coran. On va essayer de voir. Je l'ai toujours au magasin. On va essayer de trouver. Parce que là, je n'ai pas encore vu qu'on ne pouvait pas faire la vaisselle de l'assiette qui avait touché la viande non halal. Alors là, je pense que c'est toi qui es un peu flemmard. C'est ton tour de faire la vaisselle. Tu as 40 assiettes à laver. Tu ne vas pas en laver que 3. C'est clair. Oui? Et d'autre part, la question n'était pas surtout celle-là, c'était aussi, est-ce que, par exemple, les chrétiens, et pas seulement sur le mode de l'école catholique, mais est-ce que les chrétiens sont en forte opposition, ou est-ce qu'il y a un silence assez fort à propos de l'école? Sur l'éducation en général, nous parlons davantage, mais sur l'école, est-ce qu'il y a des propositions un peu marquantes ou au contraire, peut-être pas très horrible, mais significatif. Oui. Alors, bien sûr, il y a des... Comme je le disais, chacun a sa manière de croire. Mais ce que je veux dire, la différence, c'est qu'autant il y avait un christianisme sociologique dans les campagnes, dans les années 50, aujourd'hui, non. Moi, je vois, quand je célèbre la messe, tous les gens qui sont à la messe, ils sont croyants. Celui qui ne croit pas, il ne va pas venir à la messe parce que ça fait bien d'aller à la messe. Et ce que je ne cesse de dire chaque fois que j'interviens aujourd'hui dans les collèges et dans les lycées, sérieux, vous savez, je suis quand même assez étonné parce qu'aujourd'hui vous avez 15 ans, si vous êtes chrétien, pour pouvoir exister dans le groupe, vous êtes obligé de dire que vous n'allez pas à la messe, parce que si vous dites que vous allez à la messe et que vous pratiquez, vous foutez. Et si vous êtes maghrébin, pour vous faire reconnaître dans le groupe, vous êtes obligé de dire que vous pratiquez le ramadan. Et si on gardait sa liberté. En tout cas, ce qui est assez étonnant, c'est que le jeune croyant, ado croyant, est très souvent obligé de cacher qu'il pratique pour ne pas être moqué par ses camarades, alors qu'aujourd'hui, l'ado maghrébin est obligé de dire qu'il pratique pour ne pas être moqué par ses camarades. Donc souvent, je travaille là-dessus. Mais ils me disent d'où ça vient. Ça vient quand même un petit peu des médias, parce que effectivement, tu regardes tous nos grands humoristes, il ne se passera pas une semaine où on se fout de la gueule du curé, de l'évêque, du pape. Jamais, jamais, tu les verras toucher un rabbin ou un imam. Les mêmes humoristes. Alors, je dis sur nous, c'est-à-dire que nous, on a... mais je veux dire qu'on voit bien que le traitement des religions n'est absolument pas le même à la télévision. Le christianisme, quand on est humoriste, se fout de la gueule des chrétiens, ça fait rire tout le monde. Mais c'est bien que jamais ces mêmes humoristes
Et lorsqu'ils sont un tout petit peu tentés, aussitôt ils se retrouvent avec des procès en justice et puis ils ont reculé. Or, moi je me réjouis que nous chrétiens ne fassent pas de procès en justice à nos humoristes. Hein, c'est pas ça que je veux dire. Hein. Mais je veux dire, et que ceci a un impact sur nos enfants. Si on ne leur montre pas un peu comment ça fonctionne, d'où ça vient, ils peuvent ne pas comprendre. Pas comprendre. Vous savez, moi je suis en admiration devant des jeunes chrétiens qui sont des héros. C'est un jeune de 17 ans, terminale, lycée d'Argenteuil, fin d'un cours de philo. Ce jeune chrétien va voir son prof de philo, agrégé de philo, et lui dit « Monsieur, expliquez-moi, pourquoi, lorsque moi, dans la classe, je parle de Dieu, toute la classe rigole, et vous aussi. Et quand que quelqu'un parle d'Allah, tout le monde se tait. Et vous le premier. » Le prof est un peu interloqué. Et le gamin de conclure, mais rassurez-vous, monsieur, c'est pas parce que vous êtes moqué de mon Dieu que j'irai brûler votre voiture. 17 ans, hein. Je pense quand même que ce prof a dû être un petit peu ébranlé. Mais je veux dire, alors là, je trouve qu'on a. Mais il faut déjà avoir. Enfin, c'est mon ami David, enfin, je veux dire, un accompagnement, enfin, pour avoir cette solidité-là. Et ce même gamin, allant trouver l'intendant, et disant, expliquez-moi, monsieur, pourquoi mes amis musulmans ont le droit d'avoir un repas sans porc tous les jours de la semaine, et pourquoi moi, le vendredi saint, j'avais même pas le droit de choisir un poisson. Les parents ont été convoqués par le proviseur qui remettait en cause la dérive intégriste des parents. Mais, vous voyez quand même la différence de traitement. Hein, dérive intégriste des parents. Ah, votre fils a des comportements intégristes au niveau alimentaire, un petit peu qui réclame du poisson le vendredi saint. Alors que lui, c'était simplement dire, mais pourquoi? Il ne remettait pas du tout en cause le fait que les amis musulmans aient un repas sans porc. Mais se dire que si la République, la laïcité, c'est le traitement égal des religions, aujourd'hui, effectivement, combien, il me semble, que nos institutions de la République ont des progrès à faire pour traiter le christianisme avec le même respect qu'ils traitent l'islam. Parce que l'habitude n'était pas celle-là. Mais je pense, moi, que cette montée de l'islam peut être aussi une chance pour vous. Parce que, dernier exemple d'un camp, c'est quand avec des gamins. Vendredi. Ah, monsieur, c'est vendredi, on veut prier. Ah, très bien. Écoutez, prier, c'est pas quand même moi qui vais organiser la prière, mais d'accord. Hein, tapis, sol et tout ça. Et puis, je ne ferai pas d'activité. Moi, c'est un temps de prière, vous prierez, ceux qui veulent, avec vous. Hein, et puis, il n'y aura pas d'activité. Hein. Le lendemain, samedi, un gamin, normand. Jean-Marie, on n'a pas quelque chose, nous, les chrétiens, le dimanche? C'est-à-dire que la pratique des musulmans faisait que le gamin commençait à revenir en se disant, mais on n'a pas quelque chose, nous, attends, ça s'appelait... Le côtoiement hein, de ces copains là qui étaient religieux, c'était ces gamins qui voulaient prier, c'était vraiment des croyants, quoi. Réveiller en lui des questions qu'il avait laissées tomber. Donc voilà ce que je dirais hein, sur le christianisme, il y a des christianismes bien sûr, et puis alors, la dérive intégriste, là aussi, elle est dans toutes les religions. Hein, et que lutter contre les dérives intégristes, c'est un combat qui doit se mener à l'intérieur hein, de toutes les religions. La deuxième question, oui, c'était l'école, les propositions. Comment dire bon, je pense quand même que l'école catholique aujourd'hui est un peu en pointe dans les innovations, hein, les assises. Hein. Moi, ce que je trouve un peu étonnant, quand je discute avec les enseignants, hein, c'est qu'ils ont, comment dire, j'ai un peu l'impression aujourd'hui qu'ils ont une représentation de leurs obligations qui dépasse le cadre de leurs obligations. Parce que quand on regarde bien les textes, ceux qui paraissent depuis 2 ou 3 ans, il y a quand même des ouvertures colossales. Un directeur d'établissement peut décider de mettre la durée du cours à 45 minutes plutôt qu'1 heure, à récupérer tous les quarts d'heure, à faire autre chose. Il y a quand même une latitude aujourd'hui
de dire, tiens, la durée du cours, le fait... Or, j'ai des enseignants qui, dans la représentation qu'ils ont de leur obligation, dépassent parfois le cadre même de leurs obligations. Ils s'interdisent de faire des choses parce que, pour eux, c'est interdit. Or, quand on regarde bien les textes, c'est plus interdit. Donc voilà. Alors, comment effectivement redonner confiance? Et c'est vrai des fois aussi un peu dans l'Église, hein. Des fois, moi, je vois des jeunes prêtres, des fois, j'ai un peu l'impression que la représentation qu'ils se font des obligations dépasse le cadre des obligations. Je dis, écoute, moi, ça fait... Tu te rends compte, hein, la manière dont tu célèbres la messe, mais tu sais que tu n'as pas le droit. Je dis, comment ça, j'ai pas le droit? Écoute, j'ai été ordonné en 1984, jusqu'à présent, il n'y a aucun évêque qui m'a dit quelque chose. Je veux dire, je sais pas, je pense que si effectivement j'avais pas le droit, ça se saurait. C'est quand même public, il y a tant de gens, il y a des assemblées importantes. Si je faisais des choses que j'ai pas le droit, mais c'est-à-dire qu'ils ont une représentation des obligations liturgiques qui me paraît dépasser le cadre même de ces obligations. Ça va. Et des fois, j'y trouve coincé. Attends, mais t'as pas, attends, c'est vrai, le canon, la prière eucharistique, j'y touche pas, il y a des choses, on va dire, de changer une oraison pour l'adapter aux gens qui sont là. J'ai encore vu aucun texte qui m'interdisait, ou une note d'un évêque, mon cardinal me disant, Père Petit-Clair, lorsque vous célébrez une messe avec les jeunes, je vous interdis. Des fois, moi, je découvre, quand je dis l'oraison, je dis c'est incompréhensible. Il y a un mot sur deux qui ne fait pas partie de leur vocabulaire. Alors je dis, je ne vois pas comment je vais les aider à prier, hein, avec un mot sur deux, hein, qui ne fait pas partie, la grâce, le salut, tout ça. Bon. Donc il va falloir effectivement que je mette des mots de leur vocabulaire. Mais personne jusqu'à présent, je dis ça se saurait, hein, si c'était interdit, je me plierais aux directives de mon évêque. Hein. Je suis prêtre, c'est effectivement en communion avec lui que je célèbre l'Eucharistie. Hein. Alors voilà. Mais alors, comment effectivement développer l'initiative? Alors après, moi, ce qui me paraît important aujourd'hui, c'est effectivement la déconcentration, la décentralisation, parce que je vois tellement d'enseignants phénoménaux. L'important, c'est comment faire remonter des initiatives, comment faire bouger des choses. Je rappelle quand même que l'éducation nationale, depuis la fin de l'Armée rouge, est la première organisation mondiale. Il n'existe plus dans le monde entier, c'est l'exception mondiale, il n'existe plus dans le monde entier, depuis la fin de l'Armée rouge, une organisation avec 1 250 000 fonctionnaires et un ministre. Je prends Renault-Nissan, qui est un des plus grands groupes industriels automobiles, je crois qu'on est à 550 000 salariés. Je prends le plus grand groupe bancaire qui a des agences bancaires dans le monde, je crois qu'on est à 800 000 salariés. C'est-à-dire que l'éducation nationale, c'est l'exception mondiale. Il n'y a plus un seul pays dans le monde qui a une organisation avec 1 250 000 fonctionnaires et un ministre au commun. Alors c'est sûr que ça, c'est difficile à bouger. Comment voulez-vous que ça bouge? Comment voulez-vous que ça bouge? Donc, alors je me réjouis que la loi d'autonomie des universités commence à ouvrir des brèches, qui ne paraissait pas possible, et puis qu'apparemment, enfin je veux dire, une fois que le mouvement... alors on arrive à quoi avec ce système? On arrive... Un gamin, moi j'ai travaillé sur ce système, un gamin plante un couteau, au couteau une enseignante. Je pense que si localement on réfléchissait, on se dirait que c'est pas possible. Qu'est-ce qui s'est passé? Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que le gamin s'est senti humilié par la sanction reçue le jeudi à 16 h, qu'il n'a pas eu un adulte avec qui parler de cette humiliation. Donc ça a tourné dans sa tête pendant toute la nuit. Et il revient le lendemain matin au collège avec le couteau et il plante l'enseignant. Moi, quand on m'interrogeait sur les solutions, je disais, ce qu'il faudrait, c'est toujours veiller, lorsqu'un enseignant sanctionne un gamin, veiller à ce que le gamin puisse avoir un interlocuteur pour dire la manière dont il ressent la sanction. Ce gamin, entre jeudi 16 h et vendredi 9 h, où l'agression a eu lieu, aurait rencontré un adulte avec qui causer, il n'aurait pas mis de coup de couteau. Il n'aurait pas mis de coup de couteau.
Ça, je pense que si on traite les choses localement, très vite, on voit la bonne décision à prendre. Alors maintenant, traiter éducation nationale. Un fait aussi grave remonte au cabinet du ministre. Réunion au sommet et tilt. On va installer des portiques. Alors, je ne sais pas si vous imaginez, je ne sais pas si vous avez déjà été dans les aéroports. Hein. Donc, vous imaginez quand vous avez une école avec 1400 élèves, vous imaginez le portique et le gamin qui est obligé d'ouvrir son cartable, sa trousse éteint un compas, ah ça sonne encore, ah bah oui il y a la règle métallique, ah ça sonne encore, ah bah oui il y a la calculatrice. Ça fait 1h30 de queue avant de pouvoir rentrer au lycée, pour peu qu'il ressorte déjeuner chez lui le midi, ça refait encore 1h30 de queue. Bon. Eh bien, il y a des politiques qui ont été capables, ça n'a pas été mis en place parce que c'est pas jouable, mais très sérieusement, des politiques ont été capables d'inventer ça et de le faire relayer par les journaux. Le gouvernement a réagi à l'agression de l'enseignante et a décidé, dans les collèges sensibles, on va mettre des portiques détecteurs de métaux. Non. Quand on arrive à traiter un problème, en dehors de toute insertion locale, hein, et qu'on le fait dans les sphères parisiennes, hein, et il n'y a aucun qui s'est dit, attends, quand ils prennent l'avion, ils n'attendent pas. C'est pour ça, le problème, moi j'ai vu la vie au cabinet ministériel, c'est que eux, ils n'attendent jamais quand ils prennent l'avion. Donc un portique, c'est pas un problème. Pour eux, un portique, on passe. Mais pour le passager moyen, le portique, c'est synonyme de queue. Alors je ne sais pas si vous voyez, quand il faut faire passer 1800 lycéens sous le portique avant qu'ils rentrent dans leur établissement scolaire, je ne sais pas si vous vous rendez un petit peu compte de l'insanité de la mesure. Bon. Donc ça, j'ai envie de dire, tant qu'on réagit, où l'information monte en haut, ça discute en haut, puis ça redescend, je pense qu'effectivement, il y a tant de problèmes d'école qui sont insolubles. Mais si on faisait beaucoup plus confiance aux enseignants, aux principales, aux proviseurs, il y a des gens merveilleux, surtout dans ces quartiers, merveilleux. Hein. Faire confiance au vu d'analyse qu'ils font des difficultés de leurs élèves, qu'est-ce qu'il faut mettre en place? Alors là, moi, effectivement, je crois qu'on avancerait beaucoup plus vite. C'est pour ça que la grande réforme que je préconise, c'est surtout le fait de renforcer, bien sûr, le pouvoir décisionnel du principal, du proviseur, du directeur d'école, et qu'il puisse avoir les moyens d'analyser les difficultés et de mettre en place les solutions qu'avec son équipe il a trouvées. Oui ? Vous invitez beaucoup à la responsabilité. Cela fait partie de vos convictions, basées à la fois sur l'expérience et sur la compétence. Alors un grand merci pour ce grand moment que nous avons passé avec vous, qui, je le répète, nous ouvre des perspectives. Et la démarche diocésaine veut justement responsabiliser le plus possible de catholiques. Alors nous aurons un moyen de montrer que nous devenons responsables en participant le dimanche 3 juin prochain à l'abbaye de Sablonceau à notre premier grand rassemblement diocésain qui portera justement sur l'éducation. Et bien entendu, vous y aurez une grande place. Alors un très grand merci. Merci à vous.